Alors, bonjour, chers camarades boursicotteurs. Aujourd'hui, je reçois notre fidèle collaborateur David Saint-Onge qui vient nous parler non pas de Bitcoin, comme à l'habitude, mais d'intelligence artificielle. Et oui, parce que David Saint-Onge a écrit en collaboration avec Thomas Bombo, Jonathan Boisiz, Guireg, Capitaine, j'espère que je prononce bien son nom, un livre sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Tout sur ChatGPT, le comprendre et l'utiliser. J'ai fait la lecture du livre. Et aujourd'hui, j'ai invité David pour qu'il vienne nous parler de l'intelligence artificielle parce que j'ai plusieurs questions à lui poser. C'est un sujet chaud, c'est un sujet qui revient constamment dans l'actualité avec, bien sûr, les avancées fulgurantes qui ont été faites dans l'intelligence artificielle, du moins dans l'œil du public, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Puis c'est d'ailleurs un peu ma première question. Oui, l'arrivée de ChatGPT, David, ça a conscientisé le grand public au progrès de l'intelligence artificielle, mais l'IA, l'intelligence artificielle en soi, c'est pas une nouvelle technologie. Non, non, vraiment pas. D'ailleurs, bon, avant tout, bonjour tout le monde. Gabriel, merci de me recevoir pour parler de mon nouveau livre. Donc oui, en effet, justement, le livre en question commence par un chapitre à ce sujet sur l'histoire de l'IA. Puis j'ai appris plein de trucs, là, malgré que je suis informaticien de formation, j'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé. Et comme ça, au début de l'histoire de l'informatique, dans le fond, dès les premiers ordinateurs, là, on parle des années 50, le fameux test de Turing qu'on a parlé là, souvent dans les dernières années existait déjà. Là, il a été énoncé par M. Turing dans les années 50. Donc, déjà, dès les premiers ordinateurs qui n'étaient pas du tout aussi puissants qu'aujourd'hui, on parlait déjà de l'intelligence artificielle. En fait, le terme a été énoncé plus tard dans une espèce de conférence. Tout ça est décrit dans le livre, mais c'était déjà un sujet d'actualité à l'époque de voir est-ce que les ordinateurs pourraient être un jour aussi euh, intelligents que nous. Puis, bon, ben pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant maintenant? Pourquoi ça sort tant que ça dans les médias? Ben, je pense que c'est parce que maintenant, c'est utile d'une certaine façon pour monsieur, madame, tout le monde. Dans l'histoire de l'IA, il y a eu toutes sortes de technologies, des systèmes experts, tout ça qui, euh, qui, euh, qui aidait certaines personnes dans certains domaines très, très pointus. Mais monsieur, madame, tout le monde, en fait, l'IA, c'était peut-être des algorithmes, ça les aidait, mais ils n'étaient pas nécessairement en contact direct. Puis l'anecdote que j'aimerais te raconter par rapport au fait que pourquoi c'est devenu un peu plus mainstream, c'est que j'ai un ami qui a un PhD en deep learning. Tu sais, c'est un docteur en deep learning. Il a travaillé là-dedans. Il travaillait là-dedans, il ne travaillait plus là-dedans. Puis, à un moment donné, à un moment avant l'apparition de ChatGPT, on discutait de ça. Puis, il m'avait raconté que, selon lui, le deep learning, donc l'espèce de capacité des ordinateurs d'apprendre, de générer des algorithmes, d'apprendre en leur fournissant des données puis de prendre des décisions, cette technique-là de l'IA, ben, lui, il dit que c'est fait en Python. Le Python, c'est un langage. Puis, en blague, il disait toujours que l'IA, c'était fait en PowerPoint. Dans le sens que souvent, quand il allait dans les conférences, ça, il parlait d'IA, mais c'était juste un PowerPoint. Là. Dans la réalité, il n'y avait pas vraiment autre chose que du deep learning, des algorithmes, mais ça, il me disait ça en riant, en rigolant, tu sais, c'était son domaine, il disait l'IA, c'est juste du marketing. Puis après ça, j'en ai parlé j'ai fait la même blague à un collègue qui avait eu des startups d'IA qui connaissait vraiment le domaine. Puis il m'avait dit, ben non, c'est pas drôle, ça existe vraiment, l'IA, tu sais, il y a vraiment des startups qui développent des trucs qui dépassent le deep learning, c'est pas juste du marketing, tu sais. Et force est d'admettre qu'après avoir vu l'apparition de ChatGPT, mon deuxième collègue, mon deuxième ami avait raison, dans le sens que c'était pas juste un truc de marketing parce que maintenant, la vraie IA, le truc qui nous permet de discuter avec un ordinateur, ben en fait, je dis la vraie IA, c'était tout considérablement de l'IA, toutes les branches de l'IA avant, sauf que là, c'est plus tangible. On peut s'en servir nous-mêmes, on peut interroger ces modèles-là, puis ils peuvent nous répondre, on peut le constater nous-mêmes. C'est plus général, c'est pas juste pour une,
pour un pan d'une certaine industrie qui vont. Une des premières intelligences artificielles qui était appliquée, c'était dans une compagnie pour aider à choisir des câbles d'ordinateur. Il y avait tellement de spécifications qu'il avait développé un système expert avec des algorithmes qui disaient pour tel modèle, tu as besoin de tel câble. Tu sais, c'est une des premières utilisations. Ben, ça touche pas monsieur, madame, tout le monde. Tu sais. Tandis que ChatGPT, une fois que c'est apparu, moi, la première fois que je l'ai vu, j'y croyais pas. Là, je pensais que c'était fake. Là. ChatGPT 2, les premiers screenshots qu'on a vus où quelqu'un discutait, je me dis, ben voyons, c'est pas vrai, tu sais. Puis la mesure qu'on l'utilise, ben, on se fait à l'idée. Puis donc, c'est ça qui a changé, Gabriel. Je pense que pourquoi c'est rendu plus démocratisé, c'est juste que ça peut toucher monsieur, madame, tout le monde d'une façon plus réelle qu'avant, c'était toutes sortes de branches dans des domaines de reconnaissance audio, reconnaissance vocale, reconnaissance d'image, tout ça, qui servaient, mais qui étaient plus pointus et plus réservés à une certaine élite là, qui en avait besoin. Maintenant, ben, Madame Michu, elle peut s'abonner à ChatGPT puis s'en servir sans aucun problème pour composer des cartes de fête ou des cartes de Noël pour sa famille, littéralement. Voilà. Donc, si je résume, avant, c'était beaucoup plus spécialisé, c'était plus niché, c'était développé pour répondre à certains besoins qui étaient très spécifiques. Or, aujourd'hui, avec ChatGPT, on voit que l'intelligence artificielle semble beaucoup plus large dans les choses qu'elle peut faire. Puis c'est d'ailleurs, je pense, la valeur qui est retirée du public, c'est ça, c'est qu'on peut lui demander de faire un peu les mêmes choses qu'on demanderait à un assistant, puis ChatGPT est en mesure de le faire. Ce que j'ai compris dans votre livre, c'est qu'à travers l'histoire du développement de l'intelligence artificielle, il y a un événement important qui est le développement du transformer, qui Ouais. est essentiellement un point de bascule dans le développement de l'intelligence artificielle au courant des dernières années. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un transformer, puis en quoi ça fait passer l'intelligence artificielle de 0 à 1 pour reprendre là, la formule de Peter Thiel? Oui, exact, tout à fait. Ben oui, tout ça part d'un white paper, en fait, qui a été publié en 2017, donc un livre blanc qui s'appelle Attention is all you need, qui a été publié par un gars qui a décrit un peu le fonctionnement d'un transformer. Bon, pour vous expliquer c'est quoi un transformer, là, sans entrer dans tous les détails techniques, dans le fond, en passant dans le livre, ça rentre assez creux dans les détails techniques, mais c'est assez simple, right? On l'a vraiment vulgarisé. C'est pas un livre là, pour les développeurs, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais je vais le résumer là, de haut niveau ici pour pas passer une demi-heure à expliquer c'est quoi un transformer, mais essentiellement, la façon la plus simple de décrire c'est quoi un transformer, c'est simplement d'expliquer comment un outil d'intelligence artificielle pour détecter la voix fonctionne. Exemple, si je dis le mot son, OK, ben là, tu ne sais pas, toi, si j'ai dit S-O-N ou S-O-N-T. Si je dis le son, tu sais que c'est S-O-N. Puis je dis ils sont, tu sais que c'est S-O-N-T. Toi et moi, on est d'accord. Puis l'intelligence artificielle qui détecte la voix, c'est exactement ça qu'elle fait. Elle est capable de comprendre le concept du mot en regardant le mot avant, le mot après, puis ça lui donne un peu un contexte. Elle est capable de choisir, est-ce que c'est le mot son qui a voulu être dit ou c'est le mot son comme entendre un son ou, ou ils sont le verbe être. Ça, c'était avant le transformer. Il y avait un contexte, tu pouvais voir quelques mots avant, quelques mots après, puis c'est comme ça que tu avais le contexte du mot. Ce qui est arrivé avec les transformers, c'est qu'on a été capable, dans un contexte donné, c'est important ici le mot contexte parce que c'est un peu la grosseur du contexte. Donc, en ce moment, au début, ChatGPT 3.5 ou 4, là, on allait jusqu'à 700 mots de contexte. Je le sais parce que quand j'ai utilisé l'outil pour le livre, pour m'aider à la rédaction de certains passages, j'en parlerai peut-être plus tard, j'ai été obligé de découper les chapitres en sections de 700 mots parce qu'il ne comprenait pas plus que ça, parce que ça, c'était son contexte. Donc, je reviens au transformer. Avant, pour un outil d'IA pour détecter la voix, on avait un contexte un peu avant, un peu après. Maintenant, par exemple, la version de ChatGPT que j'ai utilisée dans la rédaction du livre, on a 700 mots de contexte. Ça veut dire que le mot en question, on est capable de le lier à tout le contexte au complet, aux 700 mots qu'il y a dans ce fameux contexte-là, et ça de manière parallèle. Le parallélisme ici est super important, c'est au niveau de l'entraînement. C'est pour ça qu'on utilise des GPU. D'ailleurs, NVIDIA, j'imagine que tu en parles souvent d'NVIDIA. C'est pour ça qu'NVIDIA
et vaut aussi cher et aussi utilisé en IA, c'est que l'IA, c'est une question de parallélisme. Maintenant, avec les transformers, on est capable d'analyser parallèlement, quand on crée le modèle, les 700 mots, on est capable de les lier ensemble puis d'identifier son contexte. Et là, je vais essayer de vulgariser ça. C'est que quand on a une phrase, là, on est capable de donner un poids à chacun des mots pour savoir qu'est-ce qui est important dans la phrase, dans le contexte. Et ça, c'est en regardant les liens avec les autres mots. Si tu regardes juste le mot avant ou le mot après, ça ne te donne pas le contexte de qu'est-ce qui est important dans la phrase. Tandis que si tu as tout le texte, disons, on va prendre un contexte de 700 mots, bien, si tu es capable de voir le lien entre chacun des mots, tu vas être capable d'identifier si Claude, dans la phrase, c'est le sujet, puis le il qui suit, est-ce qu'il parle de Claude ou il parle d'un autre mot dans la phrase? C'est comme ça qu'on est capable de faire du sens avec un transformateur parce qu'on est capable de faire des liens entre chacun des mots d'un contexte de manière parallèle. Et c'est pour ça qu'on utilise des GPU pour créer ces modèles-là. Donc, je résume pour conclure, tout simplement que quand on essaie de faire la différence entre un mot son et son avec un contexte normal avant, ben, je veux dire, legacy, disons, avant les transformers, on avait accès à quelques mots avant, quelques mots après, et on pouvait décider quel mot était. Mais on ne pouvait pas savoir est-ce que le mot est important, est-ce qu'il y a un sens, est-ce que c'est le sujet, c'était impossible. Maintenant, avec le transformer, on est capable d'avoir un lien, de voir la mesure, on peut mesurer statistiquement le lien entre chacun des mots et avec ça, les modèles sont capables de nous indiquer qu'est-ce qui est important dans la phrase, quel est le sujet, et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir une IA qui semble avoir une intelligence qui semble raisonner maintenant. C'est là toute la force de cet outil. Ça, c'est depuis 2017 et c'est à partir de ce white paper-là que toutes les technologies de LLM, donc de Large Language Model, donc des modèles de langage large, c'est toute cette technologie-là qu'on voit maintenant avec ChatGPT, avec Gemini, avec l'outil de Facebook. C'est tout basé, ben Meta en fait, c'est tout basé sur ce transformer-là qui est un breakthrough qui est arrivé en 2017 avec ce white paper. Donc là, si je comprends bien, et là, vous en faites référence dans votre livre, là, à un certain moment, vous dites que ChatGPT comprend ni les questions qu'on lui pose, ni les réponses qu'il nous donne, mais en fonction de ce que tu me dis, comment fonctionne ChatGPT, puis corrige-moi si je me trompe, c'est sur la base de statistiques, de probabilités, en fonction des mots qu'on lui donne, lui va sortir les probabilités des mots qui devraient faire partie de la réponse finalement. Exactement. Donc, il va jauger le contexte de tout ça, puis il va dire, ben, si la question est X, ben, la réponse devrait être Y en fonction des probabilités que j'ai analysées dans tout le bagage là, de données de base qui ont été utilisées pour entraîner la technologie d'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est juste de la prédiction de mots basée sur des statistiques. Mais il y a deux choses que je peux ajouter pour que les gens puissent voir pourquoi ça a l'air magique, pourquoi c'est différent. C'est juste des statistiques, mais il y a quand même une partie qui va rendre ça plus clair de comment c'est capable de nous répondre à nos questions. J'y vais. Donc, la prédiction de mots, c'est vraiment juste la statistique, comme je disais tantôt avec mon exemple de son ou son, c'est juste statistiquement, quand il y a le, ben c'est SON, puis quand il y a il, c'est SONT, c'est statistique. Mais comment elle fait pour nous répondre, comment le ChatGPT est capable de répondre à nos questions? Ben, c'est parce qu'il a été entraîné par des humains à le faire en fine-tuning. Donc, il y a deux étapes. La première étape, c'est de prendre le corpus, dans le fond, le corpus de toutes les données texte qu'il y a dans le modèle. Ça, par exemple, pour GPT-2, on sait que c'est un modèle qui s'appelait WebText, qui pesait quelques dizaines de gigs et c'était tous les articles de Reddit qui avaient plus que 2 thumbs up, là, quelque chose comme ça. T'sais, dans le fond, ils ont juste scrapé Reddit au complet, puis ils ont pris tout ce qui avait 2 thumbs up et plus, puis ils ont mis ça dans un texte, puis c'était ça la base de texte de ChatGPT 2. Là. Pour ChatGPT 3.5 puis 4, je pense pas qu'on a accès à exactement c'est quoi, mais on le sait pour ChatGPT 2, puis ChatGPT 2 était déjà capable de parler parce qu'il y avait assez d'exemples de texte pour être capable de parler. Et ça, c'est intéressant parce que mon collègue Thomas, dans le livre, il a fait son propre chat GPT en suivant des tutoriels. Puis ça, il a créé son propre modèle. Son modèle était capable de parler. Il n'était pas capable de répondre à des questions. Si j'avais demandé c'est quoi
c'est quoi je sais pas moi, c'est quoi la plus grande exportation du Canada? Il aurait pu me sortir un article sur la Molson Export. Là, je veux dire, il fait un lien qui n'a pas vraiment nécessairement rapport. Là, il trouve les mots, puis, mais il savait parler. Il sait comment mettre les mots pour faire des phrases, mais il ne sera pas nécessairement capable de répondre à les questions. Donc, comment ils ont fait pour être capable de le faire répondre à des questions? C'est que c'est des humains qui rentrent toutes sortes de types de questions, puis ils expliquent au modèle comment répondre. Puis ils ont payé des humains pour faire ça, puis ça a dû coûter énormément d'argent. À un moment donné, quand ton modèle a tous ces exemples-là, ben, il est capable, si tu demandes, c'est ça, si tu demandes la capitale du Canada, ben, tu sais que il va te répondre Ottawa, il va pas penser que tu parles des capitals de Washington. Tu sais, ben, j'aurais dû dire, excuse, la capitale des États-Unis, il sait qu'on parle la ville, il sait que pas qu'on parle l'équipe de hockey, les Capitals. Il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait relever qu'un modèle qui n'a pas de capacité de raisonnement va faire des erreurs juste parce qu'il y a deux mots qui se ressemblent. Tandis que c'est clair qu'ils ont entraîné ChatGPT pour répondre, donner la bonne réponse à toutes les capitales du monde. Même si c'est dans son corpus, ils ont sûrement mis ça quelque part. J'ai un deuxième exemple pour toi pour t'expliquer l'importance ça s'appelle le fine-tuning. Ce que je viens de parler, l'entraînement par les humains, ça s'appelle le fine-tuning. Fine-tuning, ça se fait en deuxième étape dans le modèle. C'est toujours dans le même ordre, de la même façon. C'est les rimes. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant de demander à ChatGPT de faire rimer des mots. Ça marche super bien avec le son A. Okay? Tu dis, sors-moi des rimes avec amour, mettons. Okay? Mais je dis, le son A, ça marche bien. Le son O, ça marche aussi bien parce que ça sonne toujours pareil. Amour, ça sonne comme velours, ça sonne toujours our. Tandis que ER, ça sonne pas toujours pareil. Comme cher, OK, C-H-E-R, puis boucher, B-O-U-C-H-E-R, ça s'écrit pareil, mais ça sonne absolument différemment. Et même, j'ai essayé avant qu'on fasse entrevue, même le ChatGPT 4o, la dernière version payante, n'est pas capable de comprendre que ça rime. J'ai demandé, est-ce que cher rime avec boucher? Il me dit oui, cher et boucher riment car ils terminent tous les deux par le son et. Ça, c'est une preuve qu'il n'a pas été entraîné pour faire ça. Fait que là, il ne raisonne pas, il ne comprend pas que boucher, c'est et, puis cher, ça sonne comme R. Donc, mais là où je vais en venir et ce que je vais ajouter, c'est que ça serait super simple d'entraîner le modèle avec la phonétique française, puis prendre une base de données de phonétique. Ça existe dans les dictionnaires. Tu sais, on sait que cher, ça se prononce cher parce qu'on a la définition phonétique dans le dictionnaire. Si tu mets ça dans le modèle puis tu lui dis fais des rimes à partir de cette table-là, la table phonétique, il va être capable, il va comprendre que cher, ça se finit par R, puis boucher, ça finit par et, puis il va faire rimer les mots. Donc, moi, je trouve que c'est le parfait exemple pour comprendre c'est quoi du fine-tuning. C'est que malgré que le modèle connaît tous les mots, il connaît tous les sons, il va penser que cher, ça sonne comme chez. Mais si je lui dis, puis je lui rajoute ça dans un modèle, quand quelqu'un te demande de faire une rime, fait référence à la table phonétique, puis tu vas être capable de faire des rimes, à mon avis, ça serait super simple à ajouter dans le modèle, puis on pourrait faire de la poésie avec ChatGPT. Mais pour le moment, en français, en tout cas, je n'ai pas testé en anglais, on ne peut pas faire de poésie avec ChatGPT parce qu'il ne comprend pas c'est quoi une rime. Ça prouve bien que malgré son intelligence indéniable, c'est pas une vraie intelligence, on en reparlera plus tard, mais sa capacité de réponse incroyable, il n'est pas capable de faire une simple rime que ma fille de 7 ans, mon fils de 5 ans est capable de faire. Voilà. Non, c'est ça, parce que lui, il se base sur justement les probabilités associées aux mots, mais il comprend pas la phonétique des mots. Donc, il faudrait, comme tu l'as mentionné, qu'il soit entraîné sur la phonétique des mots pour être en C'est mesure ça. de faire. Puis là, ben, ça me permet là, de poser la question. Tu en faisais référence il y a quelques instants, mais est-ce que ChatGPT est intelligent? Puis c'est finalement, comment fait-on pour définir l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Est-ce que nous, les humains, on l'est? Est-ce que tous les humains le sont finalement? Puis est-ce que ChatGPT est plus intelligent que certains humains? Tu sais, la question se pose maintenant. Bon, les humains sont définitivement intelligents, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que ChatGPT est intelligent? Non. En fait, il fait juste imiter des comportements qu'on pensait avant qui étaient réservés à des êtres intelligents. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'avant, on pensait que pour avoir une discussion là, entre deux personnes, animée avec des nouveaux faits, avec quelqu'un relance l'autre, on réfléchit, entre guillemets, on amène des nouveaux points. On pensait que ça
fallait avoir de l'intelligence pour faire ça. En fait, non, ça ne prend pas d'intelligence pour avoir un dialogue. C'est ça qui est fascinant. C'est ça que j'ai appris, en fait. Puis, je vais faire une parenthèse après parce que c'est ça la genèse du livre. Et là, c'est à cause d'une conférence à laquelle j'ai assisté à Bitcoin Miami en 2023 d'un monsieur qui s'appelle Eric Weinstein, qui parlait justement du white paper Attention is all you need. Mais je vais y revenir. C'est que, dans le fond, lui, Weinstein, exprimait le fait que, justement, euh, pour discuter, pour dialoguer comme on fait en ce moment, absolument pas besoin d'être intelligent. C'est juste des patterns qu'on a assimilés dans notre cerveau. On n'a pas besoin nécessairement de réfléchir ou de, 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 on n'utilise pas une partie de notre cerveau qui est nécessairement intelligente quand on dialogue. C'est juste des patterns qu'on pense à une journée, on rentre au bureau, on dit bonjour à tout le monde, on s'installe, on commence notre premier courriel. C'est souvent des patterns qui se répètent. Là où on est doué d'intelligence, c'est quand on va essayer de résoudre un problème. Là, hop, j'ai un appel au travail, il y a un problème nouveau que j'ai jamais vu. En passant, si c'est un problème que j'ai déjà vu, je peux littéralement pas réfléchir, faire clic, paste, puis avoir une réponse qui est déjà, puis l'envoyer. Ça, c'est pas intelligent. Un chatbot fait ça n'importe comment, n'importe quand, pardon. Tandis que si c'est un nouveau problème, puis quelque chose que j'ai jamais vu, puis qu'il faut que je réfléchisse, bien là, je vais utiliser mon intelligence pour faire des liens, pour essayer de résoudre Donc, c'est là que je te dirais euh, que, que la réponse, c'est que pourquoi on pense au début, on pensait, hey, mon Dieu, est-ce qu'ils sont intelligents, les nouveaux outils de LLM, de ChatGPT, par exemple? En fait, c'est qu'on n'avait pas vraiment. C'est ce qu'on pensait, ce qu'on pensait qui étaient des comportements intelligents ne le sont pas. C'est juste de la répétition de patterns. Puis ChatGPT en est la preuve. ChatGPT est capable de faire une discussion qui a de l'air intelligente avec nous sans être doué d'intelligence. C'est ça qui est fascinant. Et pour terminer avec mon anecdote, pourquoi je disais que c'est important, c'est que j'aurais jamais écrit ce livre-là si je n'avais pas assisté à la conférence de M. Weinstein à Bitcoin Miami en 2023. Parce que quand mon éditrice m'a demandé m'a proposé d'écrire un livre sur ChatGPT, c'est elle, en fait, qui m'a demandé, ben, je l'utilisais depuis les premiers jours, depuis que c'était sorti, mais je connaissais pas ça tellement. C'est des recherches qu'on a faites à quatre. C'est pour ça qu'on est quatre, parce que ça faisait 6 mois qu'on en parlait à tous les jours sur un chat sur Telegram. Puis on avait ramassé une grande liste d'articles, de faits. On l'utilisait beaucoup, puis on était très intéressés sur le sujet. Mais c'est vraiment le fait que M. Weinstein m'a fait réaliser que c'était quoi la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence qu'on perçoit dans ces modèles-là. Ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Je me suis dit, ah, j'ai quelque chose à dire sur ce sujet-là, puis j'ai accepté, puis j'ai demandé à mes amis, puis ils ont embarqué, puis on a finalement rédigé le livre, on a fait des recherches pendant des mois, puis on a rédigé ça, ChatGPT nous a aidé d'ailleurs à faire le plan, à transcrire certains transcripts qu'on a pris de vidéos d'un des auteurs, Thomas, qui avait déjà fait les recherches sur comment créer son propre ChatGPT, sur l'histoire de ChatGPT. Donc, on l'a beaucoup utilisé pour écrire le livre. Ben, tout ça n'aurait pas été possible si j'avais pas compris lors de cette conférence-là c'était quoi la vraie intelligence comparé à l'intelligence perçue des machines. Puis ça m'a donné un élan. Et ben, tu l'as vu dans le livre, on en parle directement. C'est quoi l'intelligence? Est-ce que ces modèles-là sont intelligents? On répond directement à la question, puis tout ça est lié à ce fameux événement. Fait que des fois, pour écrire un livre, ça prend juste un déclic de comprendre quelque chose et après, on est en mesure de faire le reste des recherches pour faire quelque chose qui est intéressant et qui peut être utile aux gens sur ce sujet qui est, somme toute, complexe, mais assez facile à comprendre. Donc, si l'intelligence, c'est d'être en mesure de résoudre des problèmes, comme tu le dis, moi, j'ai d'habitude, ma définition de l'intelligence, c'est être en mesure de s'adapter. Donc, la capacité d'adaptation qui, dans un certain sens, répond aussi à résoudre des problèmes. Donc, quand tu Exact. résous un problème, ça démontre que tu es capable de t'adapter à une situation qui t'est présentée. Euh, donc, si tu permets, j'ajouterais la notion de conscience aussi. Il y a toujours il y a une notion de conscience là-dedans. L'intelligence, la conscience, c'est deux concepts qui sont vraiment différents. Le, la machine est définitivement pas consciente. On est d'accord, l'humain, lui, est conscient, il peut se remettre en question, il peut s'adapter, c'est ce que la machine ne peut pas faire. Moi, j'ajouterais ça dans le lot de dire que on peut considérer que la machine a l'air intelligente, elle a l'air créative, mais en fait, elle n'en est pas du tout consciente. Donc, je
Je voulais pas te couper, mais Non, non, il n'y a pas de problème. Mais donc, si la machine n'est pas intelligente, elle est certainement performante oui. parce Oui, que elle est en mesure de résoudre, dans un certain sens, certains de nos problèmes dont on connaît la solution, mais dont on ne veut pas mettre l'effort pour le résoudre. tout Tu à sais, fait. bon, ça peut être par exemple au niveau de la rédaction, rédiger un courriel ou rédiger une lettre de présentation. On sait comment faire, on connaît la solution. Par contre, on veut pas se taper le 1 heure ou 2 heures que ça pourrait prendre pour le faire. On demande à la machine de le faire. Bon, on a un gain de productivité qui est là. Tout à fait. Moi, ma question par rapport à la technologie, est-ce qu'elle pourrait être encore plus performante qu'elle l'est actuellement? Donc, on a vu, bon, vous avez probablement tous vu là, les vidéos qu'on voit avec ChatGPT 4o sur Internet. C'est de plus en plus performant tout ça. Puis, quelles sont les limitations à ce que la technologie soit plus performante? Est-ce qu'elles sont matérielles, donc par exemple avoir plus de GPU, donc de puissance informatique, ou immatérielles dans la mesure où ce serait parce que nos connaissances sont limitées pour faire avancer encore plus loin l'intelligence artificielle? Hmm. Moi, je pense que dans le contexte des LLM, des modèles de langage large, euh, c'est vraiment juste une question de grosseur de contexte. Euh, euh, Dans le fond, ils sont limités. Tantôt, je parlais de la grosseur de contexte de 700 mots. Là. Euh, Environ, ça se compte en tokens. Le vrai terme, c'est token, là, mais pour donner quelque chose que les gens sont plus familiers, c'était 700 mots quand j'ai fait la rédaction. Maintenant, c'est plus. Là, je pense que c'est plutôt, ça dépasse 3000 et tout ça. Ben, c'est ça la limite, en fait. C'est que si tu voulais faire un modèle qui a un contexte de 1 million de mots, le problème, c'est qu'il faudrait que tu roules le modèle en faisant des liens en parallèle avec des GPU sur à chaque mot sur 1 million d'autres mots. As-tu pensé l'aspect exponentiel que ça a pour générer le modèle? C'est ça, en fait, la limite. Et je pense que j'avais vu passer pour entraîner ChatGPT 4, ça avait coûté comme 100 millions de dollars. Là. Je pense que c'est cité dans le livre. Là. J'avais trouvé une source pour ça. Je ne me souviens pas si c'est 3,5 ou 4, mais bon, ça vous donne juste une idée que ça coûte une fortune. Puis aussi, je pense que Sam Altman avait comme mentionné en disant que ça ne le dérangeait pas tellement la rentabilité de l'entreprise, peu importe s'il perdait des centaines de millions, des dizaines de millions de dollars à entraîner un modèle. Lui, l'important, c'était de le faire pour la technologie, puis de dépenser des sommes folles dans l'entraînement pour faire avancer. Donc, je pense qu'avec ces indices-là, ce qu'on peut déduire, c'est que c'est une limitation technologique, dans le sens que si on faisait des centres de données qui sont 100 fois plus grands que les centres de données actuels, puis on avait 100 fois plus d'énergie qu'on a actuellement, on pourrait entraîner des modèles qui ont une infinité de liens entre les mots, puis ils seraient, ben, est-ce, est-ce qu'ils seraient, est-ce qu'ils seraient plus performants? Peut-être, mais surtout, c'est que tu pourrais lui donner, mettons, je sais pas moi, tu lui donnes 1000 livres d'une shot, c'est l'équivalent de 1000 bouquins, OK? Puis là, tu dis, fais-moi un résumé, décris-moi l'avenir de l'humanité en te basant sur ces 100 ouvrages, ces 1000 ouvrages. Fais-moi un résumé trouve-moi quelque chose, un lien par rapport à ça, puis donne-moi une conclusion. Ben, il pourrait le faire parce qu'il y a assez de contexte pour absorber ce texte-là, puis nous donner faire des corrélations, faire des mesures statistiques par rapport à son modèle aussi de réponse aux questions. Il pourrait nous donner une espèce de réponse. Mais en ce moment, ce n'est pas possible. On ne peut pas donner l'équivalent de 100 bouquins à ChatGPT puis dire fais-moi un résumé puis parce que le contexte n'est pas assez gros. Tu pourrais le faire, je pense, par chunk, là, lui donner un demi-livre à la fois, puis il pourrait le garder en mémoire, fais-moi des liens, mais on atteindrait rapidement une limite. Il ne peut pas tout garder ça en mémoire puis faire des analyses. Donc, c'est ça, en fait, Gabriel, la limite actuelle, c'est l'histoire de contexte. Mais là, justement, je ne sais pas, est-ce que ça sera toujours ça? Ça, c'est pour les LLM, mais est-ce qu'il y aura une étape d'après? Donc, je répète, un LLM, c'est un modèle où on prend chaque mot, puis on est capable de faire le lien entre chaque mot dans un contexte qui est défini, donc 700 mots, 3000 mots, 10 000 mots, 100 000 mots peut-être éventuellement. C'est ça un LLM, mais peut-être que à la prochaine étape, on n'aura pas besoin
de construire des contextes immenses, puis ça sera peut-être une autre façon de travailler qui va donner des résultats comparables, qui ne sera pas limité de cette manière-là. Fait qu'on peut rêver, là, c'est pas ma spécialité, là, je ne suis pas un futuriste, un prédicateur futuriste de l'IA, mais c'est juste pour dire que c'est une façon de fonctionner qui existe en ce moment, qui fonctionne super bien. Elle est limitée par le contexte. Peut-être que les prochaines générations d'IA générales utiliseront peut-être même pas des LLM, ils vont utiliser autre chose qui n'aura pas ces limitations-là. Puis là, on va peut-être assister à c'est pas une autre évolution encore plus incroyable. Donc, le fait à retenir ici, c'est que ce qui limite l'IA, les LLM, les modèles de langage actuels, c'est la grosseur du contexte. Ça coûte extrêmement cher d'augmenter le contexte parce qu'il faut l'entraîner dans des centres de données avec des GPU. Et c'est pour ça qu'NVIDIA vaut si cher en ce moment. Effectivement, mais une chose certaine, la technologie continue de progresser et à un rythme assez rapide, assez effréné. Là. Pratiquement tous les 6 mois, il y a une espèce de mise à jour de ChatGPT qui est lancée. Ouais. Puis, dans le livre, vous expliquez comment créer il y a pratiquement un tutoriel là, sur comment créer des plugins ou même développer son propre modèle d'intelligence artificielle. Mais là, compte tenu de l'évolution aussi rapide de ChatGPT, par exemple, on veut utiliser ChatGPT, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de développer ses propres outils dans la mesure où le fait que la technologie avance aussi rapidement, peut-être qu'éventuellement, toutes ces espèces d'applications spécialisées vont être en mesure d'être réalisées dans l'application de base même en raison du bagage d'informations de base sur lequel est entraînée la technologie, mais aussi du fait qu'elle est de plus en plus performante, comme tu l'as dit, avec l'amélioration, par exemple, du matériel qui est utilisé. Tout à fait, même, je disais, ChatGPT, entre le temps qu'on a sorti le livre, a sorti sa création d'images, son analyse du langage, tout ça. C'est pas si grave, hein, ça fait pas que notre livre est déjà comme plus à jour, puisque nous, on s'est concentré sur l'aspect chatbot, la rédaction, tout ça. Fait que ça, c'est juste des nouveautés en fait, j'aurais pas fait un chapitre sur comment générer des images. C'était pas le but du livre, c'était vraiment d'aider au niveau des modèles de langage comme les chatbots. Mais pour répondre à ta question, on a réécrit certains passages 2-3 fois parce que je sais pas, au début, on ne pouvait pas naviguer sur le web. On avait un plugin, on montrait comment se servir du plugin. Puis là, tout à coup, on peut naviguer sur le web. Un autre exemple, c'est toutes les startups qui ont fait des modèles pour pallier à ce que ChatGPT faisait pas, je sais pas moi, la génération d'images, la compréhension de texte, tout ça. Ils lancent une startup, ils lancent ça là, quelques mois plus tard, ben là, on peut parler à ChatGPT, donc à quoi ça sert? Donc, ça dépasse même la description des utilisations de plugins dans ChatGPT. C'est même tout un monde d'IA qui est en effervescence où des gens vont investir des sommes pour démarrer une startup qui va être dans une niche précise. Puis on le voit avec toutes les startups de vidéo, là, à chaque 2-3 mois, il y a une nouvelle startup de vidéo qui nous montre quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on est comme oh mon Dieu. Puis là, 3 mois plus tard, il y a une autre qui fait 2 fois mieux. Fait que là, ceux qui ont investi dans la première, je ne sais pas ce que ça va donner. Puis donc, bon, c'est un moment où tout est. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser une chose que je m'étais notée dans mes notes, c'est que ça fait plusieurs fois que je parle d'NVIDIA, mais c'est parce que c'est vraiment incroyable. Moi, je pense que c'est ça l'idée en arrière d'investir dans NVIDIA. Moi, je ne suis pas un investisseur, ce n'est pas un conseil, je n'ai pas investi moi-même dans NVIDIA, mais j'ai l'impression que les gens qui le font, c'est comme à la ruée vers l'or, ils investissent dans la pelle, pas dans les chercheurs d'or, littéralement. Ils investissent dans l'outil qui permet, au lieu de miser sur une startup que tu ne sais pas si elle va make it or break, tu ne sais pas s'ils vont. Ben, il y a des gens qui se disent c'est sûr qu'ils vont utiliser des GPU, qui investissent dans NVIDIA. C'est une façon de se protéger contre les aléas de la course entre les startups, quelle va survivre, et donc, en résumé, pour répondre à la question, j'ai été immensément impressionné par toutes les nouveautés vidéo qui sont sorties dans l'IA dans la dernière année. Puis à chaque fois, la nouvelle battait complètement l'autre. On se disait, bon, ben, l'autre, puis personne ne va jamais s'en servir puis la dernière qui est sortie, personne ne va probablement s'en servir parce que ChatGPT va sortir sa propre version de génération vidéo éventuellement, puis ça va tuer toutes les autres. Bon, voilà, c'est une consolidation de marché normale dans des marchés effervescents. Fait que oui, ça va extrêmement vite.
puis éventuellement. En fait, dernier point, Gabriel, on ne sait même pas encore à quoi ça sert ChatGPT, tu sais, dans les faits. On est d'accord, tu veux dire, ChatGPT, je l'ai, là, moi, je m'en sers pour la rédaction, pour m'aider à faire de la traduction, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien en tant que tel. Par contre, une des applications professionnelles que je vais faire, c'est dans la prochaine version de notre base de connaissances à mon travail, on va utiliser un bot qui va, je pense qu'il sert de ChatGPT en dessous pour répondre aux questions des clients. Donc, avant d'envoyer un ticket, le bot va essayer de répondre à travers notre base de connaissances. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple concret, une utilisation concrète dans la vraie vie qui va résoudre un de mes problèmes. Je parlais tantôt de quand j'ai un client qui m'écrit pour une question que j'ai répondu 500 fois dans ma carrière, je prends l'article puis je lui envoie, ça, un bot, il peut faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui même, je pourrais l'activer. Puis quand mon client m'envoie un ticket, c'est une question que j'ai déjà répondu puis que c'est dans ma base de connaissances, le bot, il va y répondre. Fait, donc, je dis, on ne sait pas à quoi ça sert ChatGPT. Je te parle de l'application de ChatGPT qui existe en ce moment. C'est comme un démo de qu'est-ce qui existe. Mais en dessous, il y a des gens qui vont se servir de ces capacités-là pour développer des modèles d'affaires puis résoudre des problèmes, des vrais problèmes qui existent, comme répondre à des tickets de support de niveau 1 qui existent déjà dans la base de données. Ça roule en ce moment. Ça s'appelle Intercom. Ils font ça. Puis moi, je vais l'utiliser dans les prochains mois. Peut-être, c'est ça. En fait, le pire, c'est que c'est pas donné. Hein. Ça coûte 1 pièce par réponse. Quand même, pas-y. Fait que on n'est pas sûr encore si on va l'activer parce que ça dépend du volume, mais éventuellement, s'il y a un volume assez haut, pour juger que, je ne sais pas, si on répond à 30 questions par jour, ça coûte 30 $ par jour, est-ce qu'on on serait peut-être pas obligé d'ajouter une autre ressource à l'équipe qui coûterait beaucoup plus cher que ça va être un choix économique rendu là, mais c'est pour dire que tu vois, il y a déjà un modèle d'affaires, c'est 1 pièce la réponse. C'est ça. En fait, dans ta réponse, il y a deux choses qu'on va aborder là, dans les deux prochaines questions. Je dirais la première, c'est le cas d'usage. Finalement, à quoi ça sert ChatGPT? Je vais y aller avec ma question en quelques instants. Puis le deuxième, c'est l'impact sur le marché de l'emploi. Parce que Oui. comme tu l'as dit, là, il y a certains emplois qui vont se faire remplacer. Donc, présentement, la technologie, le réel cas d'usage, moi, je dirais que la meilleure analogie, c'est de dire que ChatGPT, c'est un peu comme ton assistant personnalisé qui te permet, Exact. de rédiger des trucs, etc. Mais malgré tout, malgré le fracas qu'a fait ChatGPT à son lancement, je dirais que son utilisation reste marginale. Tu sais, au début, oui, il y a eu beaucoup d'inscriptions, les gens ont voulu l'essayer, bref, mais je pense pas que ce soit la majorité des gens qui, au quotidien, l'utilisent. Bon, peut-être que j'en fais partie, peut-être que tu en fais partie toi Oui. aussi, mais je pense pas qu'on est représentatif de la population de façon générale. Donc, est-ce que, comme je le pense, on est en quelque sorte à l'aube de l'Internet pour l'intelligence artificielle, de genre en 2001, où les gens se questionnaient, ça sert à quoi Internet, mis à part aller voir quelques sites, genre ebay.com. Peut-être c'est un des premiers sites, oui, qui te permettait d'acheter des trucs, mais c'était encore super marginal. Mm-hmm. Ou d'envoyer des courriels électroniques. Donc, je pense qu'on est un peu à cette époque-là, à l'époque d'Internet, là, au début du millénaire, mais pour l'intelligence artificielle. Est-ce que je me trompe? Ah, tu as 100% raison. C'est une excellente analogie pour l'Internet. Puis, tu sais, je le répète, ce que je viens de dire, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert ChatGPT, à part être super le fun de parler, de traduire, de nous aider à faire des recherches. C'est, comme tu dis, c'est comme un assistant. Il n'y a pas de. Mais il va. Ça va se développer, à mon humble avis, parce que c'est une fois que ça résout des problèmes que ça devient utile. L'Internet est un excellent exemple. Les PC, Gabriel, les PC des années 70-80, là, je sais pas pourquoi j'ai vu récemment une vidéo où c'est Steve Jobs là, dans les années début 80, qui explique qu'un jour, ça va révolutionner la façon qu'on vit, puis que ça va. Puis là, t'as beaucoup, tu vois des articles dans les journaux dire que c'est une mode, ça va passer, ça sert à rien, il n'y a personne qui va s'en servir. Il y a exactement la même chose qui est arrivé avec l'Internet. On ne savait pas à quoi ça servait au début. J'ai l'impression que ça a le même potentiel, c'est qu'on on ne voit pas encore les problèmes que ça peut régler. Là, c'est normal, il faut être visionnaire en mode. Il y a toujours quelques visionnaires qui sont capables de voir ça, puis ils nous en parlent, puis on est comme, ah mon Dieu, il est ailleurs, lui, que c'est ça. À la limite, on pense qu'ils sont un peu fous. Puis tu vas avoir des gens qui vont être des gérants d'estrade qui vont écrire des articles en disant, ben non, c'est sûr, exactement comme Bitcoin, disons. Tu as des visionnaires qui disaient déjà en 2009, hey, écoute, ça a le potentiel d'être une réserve mondiale, ça pourrait valoir X si ça décolle, tout ça. Puis
durant toute sa vie, Bitcoin a été déclaré mort au moins 2000 fois dans les journaux. Fait que c'est exactement le même principe à chaque technologie disruptive. Je pense que l'IA en est une. Puis moi, je suis en plein dedans, je suis dans la technologie. Puis le seul truc que je vois que ça peut m'aider, c'est de faire un chatbot. J'ai pas la vision de savoir qu'est-ce que ça va changer dans l'avenir ou dans mon travail. Parce que c'est ça, je sais pas, c'est laissé à quelques oracles euh, dans la société qui sont tellement branchés sur ces nouveautés-là, qui sont capables de prédire qu'est-ce qui va arriver dans le futur. On l'a vu avec les PC, on l'a vu avec l'Internet, on l'a vu avec Bitcoin. Puis je suis certain, j'ai pas vu de j'ai pas vu tellement j'ai pas vu d'exemples de visionnaires qui nous ont dit qu'est-ce que l'IA allait changer dans nos vies. Peut-être que je l'ai manqué ou peut-être que ça n'a pas été publié. Mais il y a certainement des gens qui ont écrit des articles ou qui ont enregistré des vidéos déjà qui disent écoute, dans 10 ans, dans 20 ans, voici ce que l'IA va faire pour nous. C'est sûr qu'il y en a qui l'imaginent. Mais pour moi, c'est très, très, très dur de l'imaginer. Mais c'est certain que c'est une technologie qui, comme tu l'as dit, est perturbatrice. Puis un des secteurs que ça va perturber, à mon avis, c'est le secteur de l'emploi. Parce que malgré le fait que, bon, peut-être les cas d'usage sont plutôt limités, il y en a un qui est clair, c'est l'assistant personnalisé. Puis ça, il y a plusieurs emplois qui peuvent être remplacés. J'en nomme quelques-uns. Service à clientèle, tu l'as dit toi-même, traducteur, interprète avec le nouveau ChatGPT. En temps réel, il peut traduire une conversation. Recherchiste, donc tu écris un petit prompt, puis tu vas avoir les sources d'informations, l'information de base que tu as besoin pour pousser ta recherche un peu plus loin. Radiologiste avec, par exemple, l'analyse d'images, même que dans votre livre, vous faites référence, là, scénariste, auteur. Donc là, on pousse un peu plus loin. Là, on n'est peut-être pas là à 100%, mais éventuellement, même ces emplois-là Tu pourraient être tu ris, remplacés. mais Marvel a fait la blague dans She-Hulk, dans sa série She-Hulk. Puis bon, je veux pas faire de divulgateur, mais à la fin, on se rend compte que toute la série est écrite par une espèce d'IA Marvel, que c'est lui qui écrit tous les films. En fait, il rigole déjà de ce fait-là que tous les films de Marvel auraient pu tout à fait être écrits par une intelligence artificielle qui comprend comment toucher les sentiments. Puis Fait que j'ai trouvé, quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça assez loufoque. C'est peut-être l'avenir. Puis en passant, il utilise déjà probablement l'IA pour essayer de trouver des justement des idées de scénario, de comment aligner le scénario pour déclencher un maximum d'effets sentimentaux, psychologiques, avoir un meilleur punch à la fin. C'est sûr. Je ne dis pas que c'est tout écrit par l'IA, mais c'est sûr qu'ils s'en servent pour avoir des idées. Ben, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais ça. Je pense pas que c'est. Je pense qu'en ce moment qu'ils s'en servent, à mon avis. C'est pas futuristique. Ils doivent déjà s'en servir. Mais tout ça m'amène à dire que, bon, l'IA va remplacer certains emplois. Mais il y a essentiellement comment dire, il y a deux parties, là, deux groupes, là, essentiellement qui s'opposent. Il y en a un premier groupe qui dit, ben, l'IA va, oui, peut-être remplacer certains emplois, mais ça se fera pas de façon générale, ça va être beaucoup plus un aide à la productivité. Puis il y a Exact. une autre vision, celle d'Elon Musk, qui dit, ben, on a un problème, l'intelligence artificielle risque de mettre essentiellement la majeure Mm. partie des humains au chômage. Ouais. C'est une espèce de révolution industrielle 2.0 sur les stéroïdes où les machines vont nous remplacer. Alors toi, où tu te positionnes par rapport à ça? Ouais. Est-ce que tu penses que l'IA va nous remplacer ou est-ce que tu penses que l'IA va simplement être un outil qui va nous aider à être plus productifs? Ouais, moi, je pense que ça va être un outil qui va nous aider à être plus productifs. Tu sais, c'est ça. Tu vas te donner plein d'exemples où l'IA va être utile, tu sais, mais c'est difficile de voir où ça va comme nous bouleverser. Parce que dans le fond, si on fait juste utiliser l'IA comme un outil pour nous aider, ça va simplement améliorer notre productivité. Tu sais. Et puis, bon, mon exemple, bon, mon exemple précis, c'est le suivant. C'est que moi, je pense que ça va plutôt nous aider à créer des nouveaux trucs qui n'auraient pas pu exister si c'était pas de l'IA. Je te donne un exemple vraiment concret. C'est en ce moment, j'ai un cours, moi, chez Plan B Network sur l'inflation. On en avait discuté d'ailleurs dans une vidéo, la vidéo qu'on a faite sur l'inflation puis l'hyperinflation, c'est en lien avec ces vidéos-là. Ben, chez Plan B Network, ils ont utilisé l'IA pour faire le corpus de texte par rapport à ma transcription. Ben, ils ont utilisé la transcription YouTube, qui est déjà un truc d'IA, puis ils l'ont passé dans ChatGPT pour faire du texte, dans le fond, qui est annexé à
à la vidéo pour pas que ça soit juste une vidéo, pour qu'il y ait un contenu de texte. Ensuite, là, il utilise des nouveaux outils d'IA pour faire la traduction. Puis il m'a envoyé un exemple où je parle british. C'est vraiment ma voix, comme on entend là. Et j'ai un accent british et je trouve ça fascinant. C'est super bien fait. Moi, j'ai adoré ça. Ben, là où je veux t'amener, c'est de dire que ça, si c'était pas de l'IA, ça n'aurait pas existé, là. Moi, j'aurais pas réenregistré toutes mes vidéos que j'ai fait bénévolement pour cette plateforme-là en anglais. Pour le fun, j'ai pas le temps de faire ça. Il aurait pu payer quelqu'un pour le traduire, mais ça coûte cher. Ils n'ont peut-être pas de budget pour faire ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'ils vont être capables de traduire tout le texte, toutes les vidéos en 7 langues parce que l'IA existe. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet de créer des trucs qu'on ne pouvait pas créer avant. Là, il n'y a personne qui a perdu sa job. Là. Tu comprends, Gabriel? Tu sais, ça n'a pas volé la job de personne. C'est juste qu'une équipe de, je ne sais pas moi, 2, 3 personnes peuvent créer des cours universitaires en 7 langues. Ben, pas universitaire, de niveau, disons, universitaire, en 7 langues, créer une académie, en fait, en ligne, en 7 langues, avec le moins d'efforts possible, juste en utilisant de l'IA. Puis si tu m'avais parlé de ça il y a 2 ans, j'aurais dit ça ne marchera jamais. Et là, j'ai écouté 5 minutes de la vidéo, il n'y avait aucune erreur. C'est tout exactement ce que je disais, mais traduit parfaitement en anglais. C'était avec un accent british. C'était fascinant. Donc, mon point, c'est ça, c'est que ça va créer des nouvelles choses qui n'existaient pas avant. Et tu sais, tantôt, je disais, je ne sais pas comment ça va bouleverser la planète, l'IA. Je peux pas de l'imaginer. C'est parce que tout ce qu'on vient de dire là, c'est facile. Là, on le sait bien que ça va changer des trucs dans ce domaine-là, mais ça, c'est pas des révolutions. Là, tu sais, c'est des gains de productivité. Puis mais par contre, ça va sûrement amener des trucs qu'on peut même pas imaginer encore qui vont là peut-être bouleverser. Donc, pour la question de l'emploi, moi, je pense que personne ne regrette les allumeurs de réverbères ou les allumeurs de réverbères, ceux qui changeaient les lumières de circulation jadis. Personne ne s'ennuie des gens qui tapaient des fenêtres lançaient des roches dans les fenêtres en Angleterre pour réveiller les gens pour qu'ils aillent travailler. Je dis, c'est de l'automatisation de trucs qui n'avaient aucune valeur ajoutée, là. Un allumeur de réverbère, ça ajoute aucune valeur à la société, on est d'accord. Si on peut l'automatiser, c'est tant mieux. Donc, moi, je pense que c'est la même chose. Quelqu'un qui fait la saisie de données de factures, là, je veux pas, je suis désolé, je veux pas toucher les sensibilités de personne, mais ça va être automatisé. Puis tant mieux, cette personne-là pourra faire quelque chose de plus utile, de plus créatif, de plus intéressant que de juste rentrer des chiffres à longueur de journée. Peut-être qu'elle pourra prendre des décisions sur quel compte où ça va. Il va avoir plus de temps pour faire autre chose. Donc, moi, je pense que je vois ça d'un bon œil. Donc, moi, je pense que oui, ça va être une forme de révolution industrielle dans le sens que on va pouvoir faire plus avec moins. Puis les gens qui faisaient des tâches qui sont répétitives, où il n'y a pas de valeur ajoutée de prise de décision, où on a besoin d'un intellect ou une créativité humaine, ben, ces métiers-là vont probablement disparaître. Puis les gens qui faisaient ça, ben, ils pourront faire autre chose. On parle de pénurie de main-d'œuvre depuis une couple d'années. Là, ben, ces gens-là pourront se trouver quelque chose d'autre à faire, comme il y a eu au travers de l'histoire toutes sortes de métiers qui ont disparu, puis les gens ont fait autre chose. Moi, je vois pas ça de mauvais œil. Peut-être même, moi, j'étais développeur jadis, peut-être même que Ah, attends, il y a un problème, Gabriel, que ça va causer, c'est le renouvellement des connaissances. Par exemple, dans les entreprises juridiques, les comptables, les développeurs, ça, c'est un vrai problème. C'est que si tu n'as pas de juniors qui font des tâches qui sont moins difficiles au début, comment tu fais pour renouveler? Comment tu fais pour créer des seniors? Ça, en fait, ça, c'est un vrai problème. En droit, là, si c'est les outils d'IA de droit font la job des interns en anglais, là, des stagiaires ou des nouveaux qui arrivent, ben, comment ils vont faire, les avocats, pour se faire la main, pour apprendre, Fait que ça, s'il y a un problème que je vois, ça serait ça, c'est la perte d'occasion, d'opportunité d'apprendre dans les emplois de plus bas niveau pour devenir éventuellement senior puis faire la vraie job. Parce que, tu sais, les avocats seniors, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, mais tout ce qui fait le paralégal, ça va peut-être disparaître parce que c'est de la job un peu plus séquentielle, juste de vérifier des jurisprudences, vérifier des textes de loi. Ça, l'IA. En fait, aussi, j'ai déjà lu là-dessus. Ça a l'air que les IA spécialisés en droit, c'est pas très bon. Les startups qui font ça, les résultats sont pas bons, mais ça a l'air que ChatGPT est assez bon. Il y a des firmes qui disent ouais, on a essayé l'outil de telle firme qu'ils ont dit que c'est spécialisé. Ça marche pas très bien, mais ils ont utilisé ChatGPT. Puis finalement, ChatGPT faisait vraiment une job assez
comparable, disons, à un junior là, qui faisait la même job et qu'il fallait qu'il soit révisé par un avocat de toute façon par après. Fait que ça, j'ai toujours trouvé ça assez intéressant de voir que des fois, des outils spécialisés ne sont pas nécessairement meilleurs que l'espèce d'outil général qui... Ce qu'il faut retenir ici, en fait, Gabriel, à mon avis, c'est que moi, je ne vois pas ça comme un problème pour les jobs qui vont disparaître, mais c'est peut-être un problème au niveau d'une certaine capacité d'opportunité d'apprentissage pour l'humain de faire des jobs d'entrée, des jobs comment dire, de entry-level job pour devenir éventuellement un senior. Si moi, je n'avais pas pu être un développeur junior dans le début de ma carrière, je ne serais jamais devenu un développeur senior, c'est sûr. Voilà. Non, puis je rejoins beaucoup ta position, puis en fait, je rejoins vraiment pas celle d'Elon Musk qui pense qu'on va tous être remplacés par des robots, là. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on a toujours eu de nouvelles technologies qui ont été introduites. On peut parler de la révolution industrielle, on peut parler de la révolution Internet, etc. Puis à chaque fois, il y a des emplois qui ont été, des gens qui ont été déplacés dans le marché du travail, mais il y a jamais eu autant d'emplois sur la planète qu'il y en a présentement, et le niveau d'avancement technologique de l'humanité n'a jamais été aussi élevé. Donc, à mon sens, effectivement, l'intelligence artificielle risque d'être beaucoup plus un outil qui va nous permettre de créer de nouveaux emplois, qui va certainement en éliminer des emplois qui sont plus productifs, qui sont inutiles finalement à la société. Mais à mon sens, ça ne devrait pas nous remplacer totalement. Du moins, je ne pense pas. Là, tantôt, tu as fait référence là, à ce qui nous différenciait. On parlait d'intelligence aussi, ChatGPT est intelligent. Tu as fait référence à ce qui nous différenciait de ChatGPT. Qu'est-ce qui fait que nous, on est intelligent? Puis dans le livre, ben, vous avancez essentiellement que c'est notre créativité qui nous différencie de l'intelligence artificielle. Ouais. Par contre, moi, ma position, c'est de dire, ben, l'intelligence artificielle, ChatGPT, peut faire preuve de créativité aussi. Donc, est-ce que finalement, on se retrouve un peu au point de départ où on n'est pas plus intelligent que la machine? Ouais, mais c'est par contre, quand ChatGPT fait preuve de créativité, il y a un prompt, il y a quelqu'un qui a fait le prompt, il y a quelqu'un qui a donné un contexte, il y a quelqu'un qui a créé l'entraînement ou le corpus de données qui est en dessous. Donc, c'est un outil, tu sais, c'est pas. Ma calculatrice est bien plus performante que moi à faire des calculs, ça ne m'enlève rien. ChatGPT peut être créatif dans l'essence qu'il peut te proposer des nouvelles idées, il peut créer des nouvelles images, mais tout ça est basé sur l'information qu'il y a déjà. Moi, je pense que l'être humain, ben, c'est un peu ce que Weinstein parlait, c'est d'inventer des trucs qui n'existent pas, ou toi-même, au début de l'entrevue, tu parles d'adaptabilité. Fait que c'est ça la créativité. Moi, je pense que l'intelligence artificielle peut être créative, mais c'est nécessairement déclenché par un prompt humain avec un contexte, puis c'est des données qui viennent, c'est des données qu'on a données, donc on s'en à la machine, donc on s'en sort pas. Donc oui, je suis capable de dire que ChatGPT peut nous aider avec la créativité, créer des images, créer des nouveaux sons, créer des trucs qui sont nouveaux, mais à partir de ce qu'on lui a donné. Je vais donner un exemple simple. Des générateurs d'images, tu peux leur dire, fais-moi une toile avec le style de Van Gogh. Tu sais, ben, il est capable de faire ça parce qu'il y a des références sur les toiles de Van Gogh. Je pourrais lui dire, invente un nouveau style. Il va le faire, mais est-ce que c'est vraiment de la créativité? Dans le fond, c'est du random, c'est des statistiques. Il va me générer une image. Moi aussi, je peux faire un barbeau sur une feuille. C'est pas nécessairement de la créativité. Fait qu'il faudrait définir c'est quoi la créativité humaine. Moi, je pense que c'est une capacité de créer des choses qui n'existaient pas. C'est ça les génies. Hein? Un vrai génie, c'est quelqu'un qui pense à des idées qui n'existaient pas avant. Quelqu'un de bien intelligent, il va faire des liens, il va être capable de proposer des solutions, de formuler des théories, tout ça, mais un génie, là, comme Mozart, ça crée des affaires qui n'existaient pas avant. Moi, je pense que c'est ça, la créativité ultime humaine. Puis la machine, elle peut juste nous aider à faire mieux avec ce qui existe déjà. Pour moi, c'est pas vraiment une vraie forme de créativité humaine. Donc, dans le fond, ton point, c'est de dire que la machine est créative seulement parce que j'ai utilisé mon intelligence pour l'inciter à être créative à partir du prompt, donc de la phrase que j'ai inscrite dans la commande.
Ouais, puis en plus, elle est créative seulement avec le bagage qu'on lui a donné, tu sais, en plus. Tu comprends? Fait qu'il y a deux côtés humains. Il y a l'input, puis il y a la masse de connaissances qu'elle a, elle vient de nous, là, tu sais. Là, tu pourrais me dire à un moment donné, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver quand la masse d'informations qu'elle a pu être générée par l'intelligence artificielle? Là, c'est intéressant. Quand ils vont, tu sais, éventuellement, ils vont peut-être s'entraider, apprendre des nouveaux trucs par eux-mêmes, tu sais. Eh bien là, est-ce que ça va être vrai? Mais Est-ce que ça va... En tout cas. Mais en quoi c'est différent de la créativité humaine dans la mesure où moi, quand je suis créatif, je me base aussi sur un bagage de données que j'ai acquis à travers mon Tout à fait. existence. Donc, la machine ne fait pas un peu la même chose? Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime ça mentionner la notion de vrai génie. Tu sais. C'est les vrais, tu sais, les grands maîtres peintres, là, souvent on connaît ceux qui ont lancé un nouveau style qui n'existait pas avant. Après ça, il y a plein de super bons peintres qui s'inscrivaient dans le même courant, tout ça. Puis ça va, c'est des super bons artistes, des bons techniciens. Bon, mais il y a certains maîtres comme ça à travers l'histoire dans l'art. L'art est un excellent exemple pour parler de créativité. Ben, on a plein de génies qui ont créé des nouveaux trucs qui n'existaient pas. Tu sais. Fait que là, écoute, je ne sais pas si est-ce que l'IA pourrait créer des trucs artistiques qui n'existaient pas avant, qui vont nous émouvoir, nous les êtres humains, puis on va dire, ça, c'est une nouvelle forme d'art qui est inventée par une machine, puis qui nous émeut, peut-être, mais en ce moment, ça m'étonnerait que, à mon humble avis, l'IA va nous générer des trucs qu'on a déjà vus, qui sont des variations, un peu comme quelqu'un va copier le cubisme ou les différents courants à mon avis, je ne suis pas un spécialiste des générateurs d'images, peut-être que quelqu'un pourrait me dire que l'IA est déjà rendu là puis il crée des affaires de feu qu'on n'a jamais vues, peut-être, mais moi je pense qu'il va falloir que ça nous émeuve, ça nous touche au niveau de nos émotions, que ce soit du vrai art qu'on va pouvoir apprécier, tu sais. Puis ça, ben moi, dans ma tête, c'est les génies qui ont été capables de faire ça à travers l'histoire, puis je pense pas que l'IA est rendu là qu'on va mettre le nom en dessous de, du, euh, du modèle de l'IA, le ChatGPT 28, là, c'est lui le créateur un nouveau courant artistique qui va émouvoir toute la planète. Peut-être, tu vois, peut-être que je prédis l'avenir là, sans le savoir. Mais pour le moment, moi, je te dirais que c'est ça la nuance. C'est que cette créativité-là ultime, qui est un génie qui crée un nouveau courant pour émouvoir de son talent l'humanité, je pense pas qu'à mon avis, à mon humble avis, l'IA n'est pas du tout rendu là. Ils font juste nous reproduire ce qu'on a déjà mis dans la machine. Bon, ben dans ce cas-là, partons de la base que, comme on l'a dit tantôt, ChatGPT n'est pas intelligent, il comprend pas ce qu'on lui demande, il comprend pas ce qu'il nous écrit, c'est juste des statistiques. Puis qui a été entraîné à partir de textes. Tantôt, tu as mentionné Reddit, par exemple, pour ChatGPT 3.5. Là, il y a plein Deux. d'autres textes qui se Deux. sont ajoutés, mais qui peuvent être erronés. Donc, est-ce qu'il y a un risque que l'outil nous induise en erreur si on y fait confiance aveuglément, compte tenu que la nature des données, ben, en tant que telle, ben, elle peut être erronée, elle. Ah oui, tout à fait. Hey, au début, là, quand en passant, t'as dit ChatGPT 3.5 pour Reddit, mais c'est ChatGPT 2. Hein. Après ça, je pense pas qu'on sait exactement 3.5, c'était basé. Le corpus, je pense pas qu'on connaît c'est quoi. Je pense que c'est un secret gardé par OpenAI. Mais ceci dit, oui, oui, au début, là, quand j'utilisais ChatGPT, j'avais aucune misère à y faire dire des mensonges ou qu'il hallucine. On appelle ça halluciner. Là. C'était super facile. Puis quand je suis rendu au chapitre où je parlais des hallucinations, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à le faire halluciner. C'était vraiment, d'un, je m'étais abonné à ChatGPT 4, puis de deux, le modèle s'était affiné. Il disait, quand il ne savait pas, il n'inventait pas des réponses. Au début, la première fois que j'ai utilisé, quand il ne savait pas, là, son but, c'était juste de nous parler. C'est juste de dire quelque chose, tu sais, avec des statistiques, des mots qui suivent, qui font du sens. Comme un peu pour passer le test de Turing, mettons, là, pour qu'on ait l'impression qu'on parle à un être humain. C'était ça le but premier. Mais après ça, ça s'est raffiné. Puis quand il ne savait pas, ben, il nous le disait tout simplement. Il disait, ben, écoute, j'ai pas, mes données coupent en décembre 2021, j'ai pas cette information. Hmm. Avant, il, il nous hallucinait de quoi, là, puis c'était vraiment drôle. Puis j'ai travaillé fort pour le faire halluciner, pour avoir un exemple. Dans le livre, en fait, j'ai demandé d'un, peux-tu halluciner quelque chose? Puis là, il est parti. J'ai demandé c'était quoi ce mot-là. Puis une molécule quelconque, puis il m'a décrit ça d'une manière très poétique. Ça m'avait assez impressionné d'ailleurs. Mais bon, mais après ça, j'ai un autre exemple, c'est que récemment, je pense que c'est Gemini de Google. Je ne sais pas si c'est tout vrai ce que j'ai vu passer, mais il y avait des exemples de recherche dans Google avec Gemini, puis là, il nous sortait des réponses du genre, c'est quoi j'ai noté donc? Euh,
Ben, tu sais, des trucs qui font pas de sens, qui étaient basés sur des articles de billes, là, tu sais, ou des trucs satiriques, là. Donc, c'est sûr que si, disons, tu as Google ou qu'il y a une indexation de toutes les pages web du monde, si tu mets une IA là-dessus, tu mets ça dans ton modèle, ben, quand tu vas poser des questions, il va référer à tous les articles, en sachant pas si c'est vrai ou pas, là. Il n'a aucune idée, lui, si l'article A est vrai ou l'article B est vrai ou pas. Donc, il va nous sortir quelque chose qui fait du sens par rapport à aux données de recherche qu'il y a dans Google, puis il va nous dire que, je sais pas, moi, je sais pas, manger des feuilles d'arbre, ça règle le cancer. Là, si quelqu'un a écrit ça dans un article puis c'est indexé, ben, il va nous dire que c'est ça parce qu'il ne sait pas, lui. Donc, oui, il y a un gros, il y a un potentiel de dérapage, mais là, tu sais, je te dirais que au final, dans cette optique-là, les trucs qui vont être vraiment importants, comme je sais pas moi, une IA de médicale, là, ça va être basé sur des données qui vont être contrôlées, puis ça va être juste une espèce d'engin de recherche pour un docteur de dire ben, j'ai tel symptôme, peux-tu me donner, peux-tu m'aider à diagnostiquer c'est quoi? Ben, il n'y aurait pas de faux articles d'un faux journal dedans qui va dire de manger des feuilles d'arbre pour régler le cancer. Tu sais, fait que bon. Mais oui, essentiellement, garbage in, garbage out. Fait que si tu as un modèle avec plein de fausses informations, il va te sortir, il va te sortir plein de fausses informations. Puis, je pense, je sais où tu t'en vas avec tes questions. On va avoir le problème de censure aussi. Et ça va avoir le problème inverse. À un moment donné, on va lui poser des questions puis il ne voudra pas nous répondre parce que ça va être des sujets sensibles mais bon, je suis certain qu'on va y revenir. Alors là, j'arrive justement, là, tu faisais mention censure, j'arrive à la partie de l'entrevue où je te partage mes inquiétudes à l'égard de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles sont fondées? Tu sauras me le dire. Donc, étant donné que les modèles d'intelligence artificielle sont façonnés par des humains, puis on sait que tous les humains, sans exception, ont leur propre biais, puis que la complexité de ces outils-là va tendre inévitablement à la formation d'oligopoles. Déjà, Microsoft, Google, Amazon. Donc, à mon sens, il y a un grand risque que l'information soit plus centralisée que jamais, que la censure soit plus facile que jamais, puis que la tentation pour des acteurs malveillants de mettre en place ce que j'ai appelé un façonnement dynamique de la vérité soit plus grand que jamais. Donc, qu'est-ce que tu en penses finalement de mes inquiétudes? Ben, c'est sûr que ça va, on le voit déjà. D'ailleurs, on sait déjà que tu sais, tous les prompts sont préfiltrés avant d'être passés au modèle, là. C'est pour ça qu'il y a certains sujets que les IA comme ça, de ces géants-là, vont pas parler de n'importe quel sujet. Ben, il y a certains sujets sensibles qui jugent sensibles, ils vont pas vouloir t'en parler. Puis ça aussi, c'est basé sur, il y a comme une espèce de norme, là, j'en parle dans le livre, là, une espèce de règle, là, ben, donc de charte, là, de certaines règles là, tous les géants souscrivent, tu sais, qui partent d'une bonne idée, des trucs comme dans le fond, je sais pas, mais on voudrait peut-être pas que quand on demande à un IA comme ça, c'est quoi la meilleure façon de tuer sa sœur, tu sais, on, on voudrait pas qu'il donne les meilleures façons de faire ça, évidemment, tu sais, fait que j'imagine que ça fait partie des filtres qui sont peut-être louables, mais bon, après ça, quand on se met à faire de la censure, où on met la ligne, là, tu sais, je pense que, disons, sur le web, je trouve que la ligne de la censure, c'est quand ça devient dans des espèces de haine ciblée. Je pense qu'on peut s'entendre que ça apporte rien, puis on peut. Ben là, après ça, on tombe dans des discours d'opinion. Telle opinion est bonne, telle opinion n'est pas bonne. Là, ça commence à être une part assez glissante qu'il faut pas aller. Mais là, dans l'IA, on a le même problème. Là. Donc, si on pose des questions politiques, des questions géopolitiques, des questions sur comment fonctionne je sais pas moi, le système bancaire international, tu sais, toutes sortes de, de domaines où on n'exprimerait pas les différents courants de pensée dominants, qu'on amènerait le lecteur dans une direction précise qui est l'opinion, dans le fond, du fournisseur de services, ben, je pense qu'on perd, euh, on perdrait en diversité d'opinion, puis ça fait que c'est un vrai problème. Donc, dans le livre, j'en parle un petit peu, je le mentionne. Je pense que c'est pour ça que les modèles open source vont être importants, parce qu'il y a des modèles qui se basent sur le même type de technologie open source qui sont disponibles sans nécessairement avoir de filtre. Et aussi, c'est un peu pour ça, c'est un peu le, c'est un peu
l'exemple, c'est exactement ce qu'on va décrire, c'est un peu l'exemple de pourquoi on dit, hey, on vous a fait un chapitre pour vous expliquer comment créer votre propre ChatGPT un jour. S'il y a trop de censure, vous allez pouvoir être en mesure de créer votre propre modèle. Puis j'ajouterais que j'ai un ami là, qui est Bitcoiner, qui lui offre un service comme ça qui s'appelle Sats4AI. Puis c'est un peu ça son idée, c'est que dans le fond, tu branches un wallet Bitcoin Lightning sur une page web, puis tu payes en Satoshi à chaque requête puis lui, il donne accès à des modèles open source. Puis là, ben, ça permet de contourner certaines censures qui sont mises en pré-prompt par les géants. Donc il y aura ces technologies-là qui seront disponibles. Mais là, je pense, ce que tu as dit est vrai, mais je veux dire, en ce moment, moi, ça ne m'empêche pas d'utiliser ChatGPT, le fait que les prompts soient filtrés parce que je n'ai pas nécessairement envie de discuter des sujets qui sont avec ChatGPT, je n'ai pas envie nécessairement de discuter des sujets qui posent problème en ce moment. Mais le problème, c'est dans un avenir où ça sera extrêmement centralisé, qu'on utilisera ces outils vraiment, vraiment souvent et où là, il y aura un enjeu. Je ne sais pas, tu fais un travail universitaire puis tu veux poser des simples questions sur des conflits géopolitiques puis te donne juste un angle, ben, ça t'aide pas. Puis en plus aussi, ça va forger la pensée, ça va amener vers une pensée unique dans la société, ce qui n'est pas nécessairement louable. Donc, tout ça pour te dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas très grave, mais à mesure, plus qu'on va dépendre de ces technologies-là, plus que ça va devenir un problème. Puis peut-être qu'un universitaire dans l'avenir qui va vouloir parler d'un problème géopolitique sensible, il va peut-être se tourner vers un modèle open source qui a accès à plus de sources, qui n'est pas filtré, puis il va pouvoir avoir une meilleure opinion des deux côtés dans un conflit. Fait que peut-être que ça sera ça. L'avenir, il y aura des modèles parallèles qui ne seront pas gérés par les géants. Mais tu sais, pour savoir, je sais pas moi, pour planifier ton voyage en Floride, c'est pas grave, là, tu vas utiliser le modèle de Microsoft ou d'Amazon, puis tu vas pas acheter tes billets d'avion, puis sélectionner ton hôtel. Là, tu sais, ça va pas de brimer là-dedans, mais il y a plein d'autres sujets où surtout au sujet informationnel, que ça pourrait causer des dommages s'il y a une espèce de vision unique du monde qui est promue par ces outils-là que les gens vont vraiment beaucoup utiliser, surtout, j'imagine, surtout dans le domaine de l'enseignement, éventuellement, on va se référer à ça, là, les professeurs vont se référer à ça, donc je pense qu'il va falloir Ben, faire c'est attention. ça. La diversité des modèles va être intéressante, va être en fait nécessaire. Voilà. C'est un peu ça le problème, c'est qu'à un certain point, si on centralise l'information à l'intérieur de ces modèles-là, puis qu'on s'attend à avoir on s'attend à ce que ça soit la vérité qui en Hmm. ressort. Donc, il va y avoir un incitatif immense pour Ouais. qu'on vienne, bon, parlons des États, parce que historiquement, ça a toujours été le fer de lance en matière de désinformation, de propagande, de manipulation. Il va y avoir un incitatif immense pour venir finalement manipuler la vérité. Alors là, moi, j'ai deux questions finalement qui découlent de ça. Est-ce que c'est possible de faire désapprendre ChatGPT ou le rééduquer assez rapidement pour pour venir changer la vérité? Par exemple, tantôt tu donnais un exemple, tu disais la capitale du Canada, c'est Ottawa. Est-ce qu'on peut, avec facilité, venir modifier ChatGPT pour que la réponse qu'il nous donne, mettons, ça devienne, je sais pas moi, ça devienne Montréal? Donc, un État, puis là, ben, évidemment, c'est un exemple qui est complètement ridicule, absurde, là. Mais Ouais. un État qui voudrait changer une information, qui voudrait, tu sais, puis tantôt, dans ma question, je disais de façonnement dynamique de la vérité. Tu sais, puis là, je faisais référence un peu à un monde orwellien où on se rappelle dans Orwell, pour ceux qui ont vu le film ou lu le livre, on vient modifier des journaux passés pour effacer quelqu'un de la réalité. Donc, Hmm. avec quelle facilité on pourrait faire ça avec un modèle centralisé comme ChatGPT qui vient absorber finalement toutes les connaissances du monde, puis que les gens utilisent sans vraiment se questionner à savoir qu'est-ce qui ressort là, de tout ça. Ouais, je pense que ici, l'important, c'est que je pense pas qu'on est capable de changer les données. Ben, les modèles, ils peuvent les refaire, là. Peuvent repartir de zéro, ils peuvent enlever, tu sais, ils ont accès à leur base de données de texte, là, ils peuvent enlever certains trucs, re-entraîner le modèle, puis faire disparaître. Mais ça m'apparaît un peu, tu sais, je sais pas, Dispendieux. ben, mettons, ton exemple est bon. Là. Si tu veux faire croire que la capitale du Canada, c'est Montréal, ben, il faudrait que dans le corpus, que tu trouves toutes les références à Montréal par rapport à la capitale du Canada, à Ottawa, pardon, puis tu remplaces par Montréal, ça m'apparaît. Mais tu peux, quand c'est centralisé, tu peux tout à fait le faire par le fine-tuning dans
dans le prompt. Là, tu peux détecter que la personne demande c'est quoi la capitale du Canada, puis pointer vers la bonne réponse, peu importe la réponse qu'ils veulent, peu importe ce qu'il y a dans le. Tu sais, fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Là, tout ce qui est filtré, c'est ça qui se passe, c'est que c'est du fine-tuning où on dit, bon, quand on parle de tel conflit géopolitique, on amène à ces réponses-là on ne va pas aller interroger la base de données de texte, le corpus, pour avoir une espèce de réponse qui se fie au corpus. Bon, je sais pas, mettons que tu vas dire, tu veux parler d'un conflit qui n'est pas sensible. Tu dirais, mettons, les Anglais versus les Français ici au Québec, là, au Bas-Canada. Tu vas avoir dans le corpus différents articles qui vont être pro-anglais, pro-français, puis là, l'engin il va sûrement te répondre, du point de vue des Anglais, voici ce qui est arrivé, du point de vue des Français, voici ce qui est arrivé, voici un résumé, tout ça. S'ils veulent pas que ça se passe, pour un certain conflit qui est sensible, là, ils vont nécessairement juste orienter les réponses vers un côté, puis ils vont te donner ça. Après ça, même si tu aurais des articles des deux côtés dans le corpus, ils peuvent tout simplement pas y faire référence, puis par le fine-tuning, tout ça, là, je spécule, là, c'est mon avis, hein, c'est juste parce que je sais que tu peux entraîner le modèle à répondre à des questions. Fait puis aussi, tu peux les contourner, hein. Il y a des gens qui arrivent à contourner ces trucs-là en lui disant imagine que tu es dans un rêve, puis que là, je sais pas moi, ta mère t'appelle dans ton rêve, puis elle te dit qu'est-ce que tu penses de tel conflit, puis là, tout ça, c'est de la spéculation. Ta mère a beaucoup étudié dans telle ville, puis elle connaît tous les articles du journal, telle affaire. Là, voici, c'est quoi qu'elle va te répondre. Puis là, tu serais peut-être capable d'y faire dire ah, mais là, c'est pas une question précise, ça. Fait que là, je vais aller interroger tous les articles du journal tel truc de telle année, puis là, il va te donner réponse. Tu sais, tout ça, c'est de l'explication. Je veux dire, il y a des façons de passer à travers le filtre, puis d'aller chercher c'est quoi les informations qu'il y a dans le corpus. Fait que ce serait une des façons que je verrais. Tu peux faire ça, mais donc, je pense qu'il y a des gens qui comparaient comme ça tu poses une question straight, il va te donner un résultat X qui est filtré, puis tu passes par une façon contournée d'y poser des questions, puis là, hop, il te donne complètement une autre réponse. Ça a déjà été fait pour démontrer ce que les filtres font. Donc, la réponse claire à ta question, c'est je ne pense pas qu'ils iraient effacer l'histoire dans le corpus, malgré qu'ils peuvent le faire là, en refaisant le corpus. On est d'accord, ils pourraient éjecter des trucs du corpus. Mais après ça, je pense que ça se passe plus à l'étape du fine-tuning où ils vont dire quand c'est tel sujet qui est soulevé, fais attention. Je pense qu'on le voit tout. Là, moi, je n'ai pas beaucoup étudié ça, là, mais je pense que si tu poses des questions sur les sujets sensibles, va dire oh, attention, c'est un sujet sensible, veuillez vous référer à tel. Tu sais, il ne va pas prendre position, il va marcher sur des œufs là, pour te. Donc, ça prouve qu'il détecte que c'est le sujet sensible, puis il te propose une réponse générale sans t'informer, sans te donner ce qu'il y aurait, lui, dans son corpus par rapport à ce sujet-là. Puis dans le futur, ça va être intéressant d'avoir des modèles open source qui vont avoir accès à toutes ces données-là, puis qui vont te donner pour vrai sans égard à la volonté d'un géant du web de censurer. Ouais, motivé probablement par les États qui sont derrière. Mais En effet. est-ce que l'intelligence artificielle a le potentiel de devenir une arme de destruction massive avec les deepfakes qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux de plus en plus? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer de pallier à ces deepfakes? Mon humble avis là, sur ça, c'est qu'on va arriver à un ère post-vérité numérique. On pourra pas croire les affaires qu'on voit. Ça commence, là. On voit des vidéos, on se dit, c'est-tu un vrai vidéo? C'est-tu un voice-over? On ne le saura pas là, dans quelques années. Là. On va pouvoir faire dire n'importe quoi. On peut me faire parler British là, déjà, là, puis pas que je le verrai pas, que c'est pas du fake, mais c'est qu'éventuellement, on le verra pas. Puis je pense que c'est déjà un niveau où on peut vraiment se douter si c'est vrai ou pas. On se pose la question. Mais ceci dit, moi, je pense que par exemple, ce que ça va nous empêcher d'avoir dans l'avenir, c'est un Watergate, exemple. Tu sais, Nixon, le Watergate, des enregistrements de la Maison-Blanche, il a démissionné, tout ça. Ça, là, je pense que c'est fini. Là. Un, un président qui se ferait enregistrer à faire telle affaire, on a juste à dire, là, c'est fake. Il y a quelqu'un qui a forgé le. Puis c'est tout. Il n'y aura plus d'espèce de
smoking gun numérique ou ça sera fait avec des preuves de signature, je ne sais pas trop, des vidéos de surveillance qui sont signées puis qu'on ne peut pas forger. Puis... Mais bon, après ça, il faut truster. Il y a quand même un certain niveau de confiance à ce qu'il pourrait forger ça aussi. Je ne sais pas, mais c'est un sujet bien intéressant. Moi, j'ai bien l'impression qu'on va vivre à une époque où on va se dire, ben là, il n'y a pas vraiment de façon de savoir si c'est vrai ou pas. Fait que, too bad. Fait qu'il n'y aura pas de. Il n'y a personne qui va se faire mettre à la porte parce qu'il s'est fait enregistrer à dire de quoi, parce que moi, je peux te faire dire littéralement n'importe quoi quand je veux, Gabriel. Avec Effectivement. Donc, on vient finalement refermer la boucle, c'est-à-dire que euh, on croit seulement ce qu'on... Tu sais, faut le voir pour le croire. Donc, après ça, on a eu la photographie, on a eu le ouais. vidéo. Là, on a l'intelligence artificielle, puis finalement, on revient à, ben, faut effectivement le voir de nos yeux vus pour le croire. Sinon, faut être complètement 100% sceptique par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet. Pas plus tard que la semaine dernière, je pense. Puis c'est même pas un... Tu sais, j'appellerais même pas ça un deepfake tellement c'était évident. Mais LCN a publié, je sais pas si tu as vu ça sur les réseaux sociaux, Oui, LCN a man. publié un meme Oui. de Donald Trump qui a comme une ovation par rapport à l'annonce comme quoi il a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation. Donc ça a passé à l'émission Contexte de, je me rappelle plus du journaliste, Euh, lui qui couvre les trucs américains, oui, là. américain, oui, oui. C'est quand même assez extraordinaire que la vie politique américaine puisse s'inspirer de telles réactions. Ce ne sont pas des images des Canadiens, du Canadien qui remporte la Coupe Stanley en 93. Ces gens-là écoutaient CNN et ils ont appris en écoutant sur grand écran Jake Tapper, l'animateur de CNN, que Donald Trump avait été reconnu coupable de 34 accusations pour falsification de documents fiscaux. Donc, ça a passé à LCN comme étant une vidéo véridique d'une espèce de moment d'éclatement de joie de certains Américains qui étaient contre Trump, alors que c'était un vidéo qui avait été fait de toutes pièces. Là, puis on le voit souvent, ce meme-là, passer Ah à oui. chaque fois, par exemple, que le prix de Bitcoin monte de 10 000 piastres. En tout cas, ça La démontre qu'à un meilleure, certain moment, oui, la meilleure itération de ce meme-là, c'est quand l'icône DVD là, qui bande, ça arrive dans un coin. Là, puis là, tout le monde saute de joie. Moi, c'est ma préférée de ce meme-là. Ouais, fait que on ne saura pas dans l'avenir. En fait, ça va être intéressant comment les médias vont gérer ça. Tu sais, toi puis moi, on voit une vidéo passer, on va se dire, ah, ben là, j'ai un doute, on va pas être sceptique, mais les médias, il va falloir qu'ils publient des trucs là, à tous les jours. Là, fait que, ils vont faire comment pour dire, bah, ben celle-là, on la publie pas. Ça va être assez intéressant à voir. Il va falloir qu'ils disent, ah, écoutez, on n'a aucune preuve que c'est vrai, mais on vous le propose parce que c'est passé sur le web, vous l'avez peut-être déjà vu. Fait parce que, tu sais, quelqu'un qui publie quelque chose sur Twitter, ça engage que lui, il publie ça, puis au pire, il va se faire ban s'il fait de. Mais là, un média, il va voir ça passer, il va dire est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on est encore un peu capable, quand même, si on porte attention, tu sais, de savoir si tu as un deepfake, si on peut faire des recherches. Mais un jour, je sais pas. ben, Ça la va être meilleure façon, c'est sais, puis on le voit sur X, là, les notes de communauté. communauté, Ouais. juste les commentaires. Mm. Finalement, c'est le libre marché de l'information qui Exact. permet aux idées d'être confrontées, aux opinions, mais aussi aux vidéos, aux photos qui sont partagées. La T'as raison. plupart du temps, ben, pour ceux qui sont abonnés aux notes de communauté, qui sont des intervenants, ça vous permet de voir ce qui est écrit donc avant qu'elle soit publiée. Puis la plupart du temps, c'est souvent du faux, puis on est en mesure de le flaguer. Puis ben, finalement, c'est ça, c'est la communauté qui auto-règle de Donc, façon décentralisée. Donc, c'est super intéressant ce que tu as dit là. Donc, un média comme X est beaucoup plus adapté à l'avenir, à ce problème-là, qu'un média traditionnel qui est à la télé où ce qu'il va diffuser ça, et il n'y aura pas de note live de communauté, il n'y aura pas de. Il va falloir peut-être qu'il fasse des. Tu sais, qu'il se fie à des trucs comme X, puis revenir, je sais pas moi, 2 heures plus tard en disant hey, désolé, la vidéo qu'on vous a passée il y a 2 heures, c'était pas vrai, il semble que tel usager sur X a dit que. Fait que dans le fond, C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à LCN. Ils sont ah oui, revenus.
OK. Ils ont dit, ah ben là, on s'est trompé, on est désolé, finalement, c'était pas vrai. Tu sais. Donc, OK. tout Voilà. ça, c'est un enjeu qui va frapper les médias Ouais. et qui s'ajoute finalement au questionnement existentiel des médias. Quelle est la pertinence des médias traditionnels aujourd'hui avec la crise qu'ils subissent? Historiquement, leur rôle, c'était de relayer l'information, c'était finalement de créer des canaux d'information qui autrement pouvaient pas exister aujourd'hui avec la décentralisation, avec l'Internet. L'information voyage à la vitesse de la lumière, là, pratiquement. Mhm. Donc, leur pertinence, il y a une remise en question avec ça, puis avec les enjeux qu'ils vont avoir de plus en plus, ça sera pas facile pour eux, ça c'est certain. Euh, j'enchaîne avec ce que tu as mentionné tantôt, l'IA auto-génératrice ou Mhm. générative, peu importe. Donc, est-ce que l'IA a le potentiel de se développer par elle-même, d'interagir avec elle-même ou avec d'autres IA présentement? Puis est-ce qu'on voit ce potentiel-là se concrétiser dans le futur? Ouais, c'est sûr que les agents, ils vont se parler puis ils vont apprendre d'eux-mêmes. Un agent, dans le fond, c'est un peu. C'est un peu comme un modèle de chatbot, mais qui serait peut-être spécialisé ou général, où tu peux lui dire, ben, imagine un ChatGPT où tu dis, Hey, ChatGPT, peux-tu me préparer mon voyage pour aller en France? Ben, lui, il va être capable de communiquer avec d'autres agents de compagnies aériennes, d'agences de voyage, puis par des protocoles qui vont être mis en place, ils vont être capables de dire, ben, avoir accès au prix des billets, la disponibilité des hôtels, tout ça. Fait que tu vas pouvoir en langage naturel interroger ton. Mais ça va être exactement comme ChatGPT, mais il va avoir accès à des services comme ça pour que tu puisses booker des voyages. Fait que ça, c'est un exemple d'agent. Donc, après ça, est-ce que les agents, plus tard, une fois qu'ils seront lancés dans la nature, vont être capables d'apprendre d'eux autres mêmes? Ben oui, moi, mon exemple là, que je me donnerais, c'est, je sais pas moi, justement un agent qui va prévoir des voyages, ben, à un moment donné, il va avoir assez de données. S'il garde les données, il va être capable de faire des prédictions sur le prix par rapport aux données passées. Tu sais, il va avoir accès à plus en plus d'informations, puis il va devenir de plus en plus utile, intéressant, puis on va pouvoir faire de plus en plus de trucs avec. Par contre, tu sais, est-ce que ça peut devenir un danger ou est-ce que ça peut devenir grave ou, tu sais, dans le fond, il faut penser que ces outils-là, ils agissent dans le cadre qu'on leur a donné. Tu sais, ils ne peuvent pas vraiment réaliser des trucs, ils peuvent pas, ils pourront pas comme. Je peux te donner un exemple simple. Mettons que tu as un IA, un agent qui interroge tous les sites météorologiques au monde pour se faire une base de données. Puis là, à un moment donné, il réalise que toi, tu l'as codé, tu as dit, ben, essaie de trouver le plus de ressources possible. Genre, scanne l'Internet, trouve des trucs qui sont branchés puis qui donnent la température, qui sont géolocalisés. Tu lui donnes des instructions comme ça pour browser le web puis trouver des justement des IoT, là, des trucs qui sont branchés Internet des objets, des trucs qui sont branchés à l'Internet qui donnent la température. Ben, peut-être que, dépendamment comment tu l'as programmé, éventuellement, il va juste arrêter d'utiliser les sites de météorologiques à travers la planète, puis il va juste se brancher à tous les objets connectés qui donnent la température et qui sont localisés, puis il va faire ses données avec ça. Il va s'être adapté, il va avoir réalisé en fait qu'il n'y a pas besoin de faire confiance aux sites météorologiques de chaque pays. Il a juste à se connecter, puis il va être capable de comparer est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'il y a une. Puis éventuellement, il va. Mais ça, il faut que tu l'ailles codé à l'avance. L'agent, il ne va pas juste du jour au lendemain dire Hey, moi, j'aime mieux me fier au truc de IoT. Il faut que tu aies dit de le chercher, il faut que tu aies dit de comparer les données, il faut que tu y donnes faut que tu y donnes, dans le fond, un jour, est-ce qu'on aura développé un truc comme ça qui va être capable d'apprendre puis faire des réalisations extrêmes, tu sais, d'évoluer par lui-même? Je ne sais pas, mais je peux tout à fait voir des outils qui vont avoir été bien développés comme ça, qui vont être capables d'amasser le plus de données, d'apprendre de ces données-là, puis de devenir meilleurs, d'évoluer, mais toujours dans le cadre qu'on leur a donné, parce que sinon, tu sais, c'est pas intelligent, là, ça ne réalise pas par eux-mêmes, mais si tu lui demandes de le faire, il pourra prendre une décision éventuellement, dire, ah ben finalement, je ne me fierai plus au site de données officiel, je vais me baser, je vais avoir accès directement à tous les thermomètres auxquels j'ai accès, puis bingo, je vais être plus efficace comme ça. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'ai vu une vidéo sur Internet où, avec ChatGPT 4o, peu importe,
il y a une personne qui a pris l'application sur son téléphone, puis sur le téléphone d'un collègue ou d'un ami, qui a collé les deux téléphones ensemble, puis que là, l'intelligence artificielle de ChatGPT a commencé à discuter entre elles. Donc là, Mhm. elle parlait, l'autre répondait, puis là, il y a comme une discussion qui s'est développée, et je me suis dit, mais quand l'outil va être encore plus performant, est-ce que ce phénomène-là pourrait amener à genre une discussion qui finalement termine jamais, parce qu'ils sont jamais Mhm. fatigués, puis qui Ouais. amène l'intelligence artificielle à se questionner, puis à trouver des solutions, puis à se développer, puis finalement à croître d'elle-même de cette façon-là. Ben, c'est intéressant parce que, tu sais, je te parle d'un agent à qui on a donné des conditions, des règles, puis c'est sûr que si tu as un IA qui configure un agent, tu sais, euh, ça n'a pas besoin d'être un être humain qui configure l'agent. Peut-être, oui, peut-être qu'on n'a pas pensé à. Sûrement que les spécialistes de l'IA ont pensé à ces trucs-là, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi ils veulent créer des chartes pour nous protéger, puis ainsi de suite. Tu sais, au début, là, ils voulaient couper le développement de ChatGPT parce qu'ils trouvaient ça full dangereux, puis c'est sorti là, il y a quelques mois, ben, je sais pas, ça commence à faire longtemps, là, mais c'est pendant que j'écrivais le livre, en tout cas, tu sais, il y avait cette espèce de peur-là, est-ce que c'est dangereux, puis mais oui, ce que tu viens de souligner est intéressant, puisque je viens de dire que l'agent il va opérer dans le contexte que tu vas lui donner, mais qu'est-ce qui arrive si un IA, en étant créatif, entre guillemets, en proposant des choses euh, à l'agent, il se ramasse à lui donner des instructions qu'un humain n'aurait pas faites pour des raisons évidentes? Ben, peut-être. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je, je- J'imagine qu'il va falloir gérer ça à un certain moment de peut-être gérer leur capacité d'interaction. Mais attends, c'est que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu prends un ChatGPT puis tu ne dis pas qu'il parle à un autre ChatGPT, mais là, il, il va penser que c'est un humain qui parle. Fait qu'il va dire, c'est correct, c'est un humain qui me parle, ça marche. Tu sais. En tout cas, c'est bien, bien intéressant voyons, euh, euh, comme exemple de réflexion parce que j'avoue que je n'y avais pas pensé de savoir. On peut encadrer les communications entre les, euh, les agents si c'est numérique, on est d'accord. Tu sais, s'ils se parlent en deux dans un protocole, on va dire, ben, t'as pas le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça, puis on peut. Mais là, s'ils se parlent à travers un micro, puis les deux pensent qu'ils parlent à un être humain, je sais pas comment on peut gérer ça. C'est intéressant. Donc, est-ce que tu vois dans le futur un- un- l'intelligence artificielle poser un risque pour l'humanité? Est-ce que éventuellement les humains vont devoir mener un espèce de djihad bulltérien là, pour les amateurs Mhm. de Dune, là, où les humains vont devoir combattre les machines? Ouais, ouais, voyons, le script de Terminator. Ben, moi, personnellement, je pense pas, là. Mais, tu sais, tu C'est encore sais, trop tôt pour se prononcer là-dessus, finalement. ben, est-ce que ça peut causer des erreurs, des problèmes? Probablement. Tu sais, si on. Écoute, on a un super bon exemple aujourd'hui avec ce qui est arrivé avec Warren Berkshire Hathaway. On a un Effectivement. excellent exemple. Là, il y a eu un bug. Son action est passée de 600 000 à 200 pièces. 190 piastres. Ouais, 190 pièces. l'action est passée de genre 680 000 à 680, à 180 dollars. Puis là, il y a l'intelligence artificielle sur Bloomberg qui a annoncé tout ça, là, comme quoi Oui. l'action chutait, puis Ah tout ben, ça, alors que c'était un bug sur le New York Stock Exchange. c'est vrai que c'est un parfait exemple de dommage que l'IA. Tu sais, on n'a pas besoin de penser à un futur où ce que l'IA devient un humanoïde. Là. Ben, d'ailleurs, que ça existe en passant déjà. Boston Dynamics puis Tesla, ils en font là, des robots humanoïdes. Fait qu'à un moment donné, bon, ben, évidemment, l'IA va aller dedans, puis on va voir ce que ça va donner. Fait que c'est peut-être possible, là. Mais sans aller jusque-là, puis je pense pas que toi et moi, on est qualifiés pour prédire si Skynet va exister pour vrai, mais ce qu'on peut dire dans la réalité, c'est qu'une fois qu'on va dépendre, c'est ça l'affaire, une fois que des services importants vont dépendre de l'IA, puis il va y avoir un bug stupide comme ce qui est arrivé avec le New York Stock Exchange, puis que ça déclenche un paquet de. Parce que là, il y a certainement des bots de trading
C'est pour ça là, qu'ils ont installé le trading puis qu'ils vont faire les rollbacks, là, parce que là, il y a un paquet de bots de trading automatique. Ça n'a même pas être obligé d'être de l'IA. C'est juste des bots qui. Ils ont sûrement fait des actions qui étaient liées à ça. Dire si ça vaut moins ou plus que ça, fait-elle. Fait qu'éventuellement, on n'est pas à l'abri même juste d'un rayon cosmique qui fait un bit flip qu'on appelle. Donc, c'est littéralement le soleil qui envoie particule, je m'excuse, je me souviens pas du nom, mais une particule, un rayon cosmique. Là. Puis ça peut tomber sur un bit dans une mémoire d'un ordinateur. Puis ça la fait changer de 1 à 0 ou de 0 à 1. Puis ça fait changer des chiffres dans la mémoire. Fait que un jour, c'est sûr qu'il y a des. Puis ça arrive chez Google, là, ils ont leur gros système. J'ai déjà vu des statistiques, ça arrive quand même genre une fois par jour, mais les serveurs ils ont des error connecting. Je dis une fois par jour, je ne me souviens pas du chiffre, mais ça arrive relativement fréquemment chez Google parce qu'ils ont immensément beaucoup d'ordinateurs. Donc, mais il y a des corrections d'erreurs pour ça dans la mémoire des serveurs. Fait que c'est pas trop mal. Mais dans nos PC, on n'a pas ça. Fait que une fois de temps en temps, ton PC il plante. C'est peut-être parce que il y a eu un bit flip, puis il est arrivé à la mauvaise place dans la mémoire vive, puis il fait planter. Mais donc, si un jour, on a des IA qui sont gros sur notre ordinateur, il n'y a pas d'erreur correction, bien là, il va avoir un événement qui va arriver qui n'a absolument pas rapport avec la réalité parce qu'il va avoir eu un incident, un bit flip comme ça, puis il va faire un choix. Puis là, il va t'imposer ça en disant hey, telle affaire, il va vendre tes actions parce qu'il y a eu un bit flip. Là, tu vas dire hey, fait que ça, c'est un des trucs que je pense qu'on peut constater déjà qui va être un problème. Il va falloir sûrement corriger des erreurs qu'on fait déjà avec l'informatique, mais que là, ça va être des étapes plus loin parce que là, les IA vont se baser là-dessus pour faire des choix, pour aller plus loin. Là. Ça ne sera pas juste de la petite automatisation de robots de trading. Là. Ils vont partir avec ça en disant ouais, j'ai reçu cet ordre-là parce que tel flag était, puis là, je pars, puis là, il va falloir défaire ça. Puis, fait que ça, c'est un des trucs que je pense qui pourrait être problématique. C'est qu'en cas de défaillance, ça va être plus compliqué à gérer que juste des bots qu'on est habitué de gérer, puis on va revert, puis quand c'est ça l'IA qui sera basé là-dessus, puis on va dépendre de ça pour des sujets assez névralgiques, ça pourrait tout à fait être un problème. Même avant qu'on soit rendu à Skynet. Skynet, c'est-à-dire? Ah, Skynet, c'est dans Terminator. Dans Terminator, ok. là, c'est Skynet là, qui fait venir les robots. Puis fait que c'est toujours le endgame. Là, le endgame pessimiste avec l'IA, c'est qu'on va se ramasser à Skynet. Puis c'est pour ça que Terminator est revenu, puis qu'il a détruit la puce, puis là, on a été sauvés. En terminant, Oui. peux-tu nous donner là, 2, 3 trucs pour parfaire notre utilisation de ChatGPT afin qu'on obtienne des réponses qui soient plus intéressantes puis mieux développées? Oui, tout à fait. J'ai 3 conseils tout le temps avec ChatGPT. Le premier, c'est contexte. Le deuxième, c'est le contexte. Puis le troisième, c'est le contexte. En fait, c'est vraiment con, mais c'est que le seul truc qu'on peut donner puis qui est utile, c'est faut donner le plus de contexte possible à ChatGPT pour diriger sa réponse. C'est quoi ça, donner du contexte? Ben, c'est là que la réponse que je vais vous donner va être un peu plus utile que juste 3 mots identiques. C'est que on peut dire à ChatGPT, ben parle-moi comme si tu étais un professionnel du marketing pour t'aider à trouver un slogan pour ton nouveau produit. Je sais pas moi, tu peux lui dire, tu es un traducteur professionnel qui connaît super bien l'anglais commun, je sais pas moi, de Twitter. Puis propose-moi un tweet pour cibler pour les jeunes, pour dire la crème glacée sans lactose, c'est l'avenir. Ben, il va être capable de te donner quelque chose qui va être plus proche de ce que tu cherches à faire. Tu sais, si tu dis donne-moi un slogan pour ma crème glacée, il va te donner un slogan, mais faut que tu lui donnes, tu sais, ça va être publié où, ça va être sur Twitter. C'est qui le public cible? C'est les jeunes. Fait que faut. Et puis il va être capable de tout faire ça. Hein. C'est ça qui est fou, moi. À chaque fois, ça m'impressionne. Là. Plus tu lui donnes de contexte, plus qu'il va être capable de te donner ce que tu veux pour t'impressionner. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à utiliser l'outil, mon conseil, c'est de donner du contexte. Puis, bon, mon deuxième vrai conseil, c'est de se faire la main. Parce que au début, on n'y croit juste pas. Genre, on est comme, ben voyons, ça va sonner robotique, ça sera pas, ça va être un peu
comment je pourrais dire ça, ça va sonner un peu neutre ou fade ou ça va paraître que c'est un IA qui écrit le. Mais en fait, non, plus qu'on l'utilise, plus qu'on se fait la main, plus qu'on essaye des trucs, plus qu'on se rend compte que c'est pas mal efficace. Euh, Puis ça nous permet, ça enlève le doute dans notre esprit, de dire, ah, je peux pas lui demander ça parce que ça va pas réussir. Une fois qu'on a passé cette barrière-là, mais on lui demande, on a une idée, on lui demande, puis on est en général assez content du résultat. Ben, c'est pas vrai, des fois, je lui demande des affaires, puis il comprend pas, puis il sort n'importe quoi, puis je suis comme, ah, ben, laisse faire, moi le faire moi-même. Là, ça arrive, c'est pas toujours parfait, mais je suis souvent surpris. Récemment, j'ai voulu faire un petit texte pour une brève là, pour faire une publicité pour le livre, mon livre justement ici, dans une infolette, tu sais. Puis là, j'ai écrit tout un texte avec mon style, tout ça. Puis bon, c'était trop long. Puis là, j'ai dit, peux-tu prendre ça puis me faire de quoi de puncher? Ben, trop long, comme à chaque fois que je parle, c'est ma marque de commerce. Mais j'ai dit, tu sais, peux-tu me faire de quoi de court de puncher qui va attirer l'attention des gens, tout ça? J'ai pris ce que j'avais écrit, j'ai mis ça dedans, il m'a sorti une affaire de 3 phrases. J'ai envoyé ça à l'éditeur, il a dit c'est parfait, puis il a publié ça. Tu sais, je suis souvent impressionné parce qu'il me fait, mais ça, c'est parce que ça fait ça fait depuis que c'est sorti que je l'utilise. Au début, là, je faisais pas confiance, je ne demandais pas de faire des affaires, je faisais juste le tester. Maintenant, j'ai confiance, j'y demande. Puis quand c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas grave, je n'utilise pas. Là. La vie n'en dépend pas. Mais plus que je m'en sers, meilleur que je suis. C'est pas parce que j'ai nécessairement plein de trucs que je connais, c'est juste parce que j'y ai confiance, puis je sais un peu comment lui parler, puis il me sert vraiment, vraiment bien. Puis dans le livre, on donne vraiment plein d'exemples de trucs qu'on peut faire, de contexte qu'on peut donner pour avoir des meilleures réponses. Ça, c'est mon collègue Guirec Capitaine qui s'en est chargé parce qu'il s'en sert plus au jour le jour pour des trucs dans son entreprise. Fait qu'il a fait toute une belle section, un peu de cheat sheet là, pour améliorer ses performances avec ChatGPT. Mais au final, ça se résume vraiment à donner du contexte, puis de se pratiquer, puis d'avoir confiance en l'outil. Parce qu'au début, c'est con, mais c'est nos propres appréhensions qui nous bloquent à l'utiliser parce qu'on se dit, ah non, ça ne sera pas bon. Puis au final, quand on comprend comment ça fonctionne, puis on est habitué, on devient... C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des merveilles avec ChatGPT. D'un, c'est parce qu'ils sont habitués, connaissent quel contexte donné, puis ont confiance à l'outil. Il y a des gens qui sont vraiment meilleurs que moi. Moi, pour mon utilisation, je me trouve assez compétent. J'aime ça, puis ça m'aide beaucoup, puis ça me fait sauver beaucoup de temps, comme tu disais tantôt, des fois pour faire des tâches que j'ai pas le goût de faire, comme recopier des transcripts de YouTube. Là. C'est super long, là, remettre ça tout propre. Tu mets ça dans ChatGPT, puis ça dépasse pas le contexte. Ça te fait ça one shot. C'est tout parfait, ça fait les phrases. Ça sauve énormément de temps. Puis en plus, il comprend le contexte. Fait que quand YouTube n'a pas le bon mot, en passant, là, YouTube, des fois, il se trompe de mots, mais ChatGPT, il met le bon parce qu'il comprend le contexte du vidéo. Il sait, ah non, il s'est trompé, il a pas pris le transcript n'a pas pris le bon mot, il met le bon mot. Fait que ça va jusque-là, là, parce qu'il est conscient du contexte. Donc, en conclusion, c'est ça le meilleur exemple que je peux vous donner. C'est qu'en plus d'être un excellent outil comme de reconnaissance vocale, ChatGPT, lui, contrairement à une reconnaissance vocale standard, qui a peut-être un contexte de quelques mots avant, lui, il comprend l'ensemble du texte, puis il va être capable de corriger les erreurs d'un transcripteur moins évolué, un transcripteur d'IA moins évolué, parce que lui, justement, il fait le lien avec son transformer, avec tous les mots dans son contexte, puis il va être capable de remplacer le mot qui est mal écrit par le transcript. Puis ça, c'est ça. Tu n'as même pas besoin d'y dire, à la limite. C'est mieux que tu dises, c'est un transcript de YouTube, il va être plus performant. Mais tu copies ça, tu dis, place-moi ça, il va le faire tout seul juste parce qu'il est assez conscient du contexte pour le faire par lui-même, parce que pour lui, ça y apparaît pas logique que ce mot-là existe, puis il y a un mot qui sonne pareil, fait qu'il se dit, ah, on va mettre le vrai mot. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, le contexte est hyper important pour ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser ChatGPT simplement en cliquant sur le bouton Enter, en écrivant 2, 3 mots. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Puis peut-être que je te rejoins justement sur le rapport à la créativité, parce qu'effectivement, écrire un prompt, écrire là, une commande pour ChatGPT, ça prend un certain niveau de réflexion, de créativité pour créer le texte de base à partir duquel, la fondation finalement à partir duquel ChatGPT va être en mesure d'asseoir sa réponse ou la réponse à ce que vous lui avez demandé. Donc, David, merci beaucoup pour ton temps. Je rappelle là, à ceux qui nous écoutent le livre de David, Tout sur ChatGPT, le comprendre et l'utiliser.
Oups, comme ça. Le lien va être dans la description du vidéo pour ceux qui veulent l'acheter. Donc, c'est disponible sur Amazon. Sinon, vous pouvez rejoindre David sur Twitter. Puis, David, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine l'entrevue? Merci Gabriel pour l'opportunité. J'espère que les gens auront appris quelques trucs au sujet de cette technologie qui est définitivement une technologie d'avenir qui va façonner, je pense, beaucoup de de notre avenir du milieu du travail, un peu comme on a discuté. Je pense que c'est important d'être conscient de comment ça marche. Puis je pense que le gain ultime de comprendre, c'est quoi? C'est que ça nous apparaît moins magique, mais c'est aussi impressionnant. Moi, je pense que c'est ça. Une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de mystique, une boîte noire, là, puis que, tu sais, il y a une espèce de magie en arrière de ça. C'est qu'on comprend comment ça fonctionne, puis on se dit, hey, cet outil-là, il peut m'aider à être plus efficace, à être plus créatif, à la limite, à sauver du temps. Puis quand on intègre ça à nos routines, on est capable de produire plus. Puis moi, ça, c'est au niveau individuel, mais moi, je vois ça au niveau de la société. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça va juste nous rendre plus efficaces, plus efficients. Et on va travailler ensemble. En fait, la machine va devenir une extension de notre propre créativité, notre capacité à créer des nouvelles choses. Puis on ne va pas se casser le bessic à rentrer des données manuellement juste parce qu'il n'y a pas d'autre façon. On va demander à l'outil de faire les trucs plates pour nous. Puis nous, on va se concentrer sur ce qui est une plus-value pour la société, ce qui est plus créatif. C'était le conseil d'Eric Weinstein que je parlais de la conférence plus récemment. Il disait, concentrez-vous sur les aspects qui sont les plus créatifs de vos capacités, de vos expertises, dans votre vie professionnelle. Puis c'est ça qui va sauver, en fait, votre travail. Bientôt, ça va être fini le temps où les gens vont faire des espèces de jobs répétitifs qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. J'ai l'impression qu'éventuellement, dans les prochaines années, c'est un robot qui va s'en occuper. Puis je pense que c'est aussi c'est aussi intéressant que la disparition des allumeurs de réverbères ou des réveils matins manuels en Angleterre à une certaine époque. Ça va permettre aux gens de faire des choses qui sont plus intéressantes de leur vie. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir écouté l'entrevue. On se revoit à la prochaine.